Oui, comme je disais tantôt, bon, on a aujourd'hui le plaisir de vous présenter un autre format. On a un médecin qui est à côté de nous, qui s'appelle Dr Fallou Samb. Fallou Samb, c'est un médecin atypique pour moi, parce que je connais en tant que médecin pratiquant, mais aussi en tant qu'architecte. Pourquoi je dis architecte? Parce qu'il est très curieux de l'architecture hospitalière. On en parle souvent, il a beaucoup d'idées, il sait comment prendre en charge des malades dans ces structures-là. Donc on l'a invité aujourd'hui simplement pour échanger avec lui dans ce domaine et au-delà aussi de parler même de la théorie de l'architecture sur le plan médical. Et je pense qu'on aura le plaisir quand même de l'écouter parce que c'est un homme qui est habitué aussi. Et puis il est habitué aux médias parce que c'est un chroniqueur de la 2S. Donc il a une émission de santé où on aura l'occasion de nous parler un peu de cette émission-là. Maintenant, à côté de lui, bon, je ne peux plus le présenter parce qu'on est ensemble depuis plusieurs années, depuis une quinzaine d'années. Aruna Diagne, c'est un technicien supérieur en bâtiment. Donc, aujourd'hui, si j'avais à donner, je dis ce qu'on appelle l'agrément en architecture, je pense que lui, je pourrais lui donner en tant qu'un architecte agréé. Donc, pourquoi on l'a invité aussi? Il vient ici aussi pour échanger avec nous sur la pratique de l'architecture et aussi comme il est maintenant dans l'entrepreneuriat, donc il va nous parler un peu de ce qu'il pense de la relation entre les architectes et puis les entrepreneurs. Donc c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il vienne à Onadiane. À côté, comme je dis toujours, hein, mon binôme qui est multicolore et qui nous emmène toujours de la couleur dans cette émission, aujourd'hui est venu tout à fait en Baïfal. Et puis, comme moi aussi, je suis d'obédience Baïfal, donc je suis plus que ravi, quoi. Donc, Aïda... Merci bon, Malik. Merci Malik. Je suis habillé peut-être en Baïfal, mais je ne suis pas Baïfal. Voilà. Je ne suis pas Yaïfal. On dit Yaïfal. On dit Yaïfal. Okay. Et je salue les Yaïfal qui ont beaucoup de créations, je les vois quelquefois, elles portent des habits avec beaucoup de créations, avec beaucoup d'esthétique. Merci. Effectivement, Malik, je vais juste rajouter que c'est un plaisir effectivement de recevoir un médecin parce que la vocation que nous avons et la responsabilité de construire des espaces où les gens vivent, les médecins qui soignent, si on peut échanger avec eux par rapport à l'environnement, surtout notre invité aujourd'hui parle beaucoup de l'environnement de l'être, de l'homme, dans son habitat, dans sa ville et tout ça. Nous serons ravis de l'entendre aujourd'hui effectivement et d'échanger et d'apprendre encore plus et de dire, je dis toujours, nous avons un recueil et c'est avec plaisir que nous invitons des sachants qui nous donnent des solutions, qui nous expliquent des situations qu'on met dans notre recueil. Et c'est aussi un plaisir de recevoir, c'est Malik, tu l'as dit, effectivement, nous avons parfois, parce que ce sont nos collaborateurs, hein, ces techniciens, parce que si effectivement nous concevons, eux aussi, nous avons aussi ce privilège d'échanger avec eux. Et l'échange, quand on conçoit, est très très important. Donc c'est des gens qui travaillent avec nous, qui parfois, effectivement, il faut le dire, hein, peuvent être un peu plus que nous, maîtrisent d'autres volets peut-être de l'architecture plus que nous. Et aujourd'hui, il peut franchir le pas de construire. Donc, parce qu'il l'a dit, c'est un entrepreneur. Donc nous serons ravis de l'entendre sur ce lien, effectivement, de conception et d'aller outre et de construire. Donc merci et je serais ravi d'avoir vos avis. Voilà, merci. Maintenant pour revenir sur le sujet, bon, on va camper le sujet en parlant directement avec le docteur Fallou. Fallou, bon, je pense que j'ai éliminé le mot docteur, je vais parler directement Fallou, parce que c'est un ami. Voilà, Fallou, on est ravis de te recevoir. Bon, c'est une émission d'architecture, mais qui est light, qui est open, et on parle de tout.
Voilà, maintenant tu as la parole. Et vraiment d'avoir créé ce cadre, qui est un cadre intellectuel d'échange et d'osmose, pour pouvoir échanger entre nos différentes professions. C'est vrai que moi je suis un médecin, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, la médecine est intimement liée à l'architecture. Parce que dans notre jargon, on dit que l'homme est génétique et environnement. C'est-à-dire qu'on est homme que de par notre environnement. Et quand on parle d'environnement, forcément on va parler d'architecture. Et les gens oublient que le premier architecte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé ce beau monde avec ses êtres aussi différents, avec ses espèces et autres. Donc, Dieu est le premier architecture. Et vous voyez même, dans le Coran, il y a des principes du Coran qui parlent d'architecture. Si on parle de Tawhid, par exemple, aujourd'hui, c'est l'homogénéité et la répétition des choses, des figures géométriques. Quand vous parlez des hommes, vous parlez de la nature, vous parlez de la végétation, cette répétition des figures géométriques, je ne vous apprends pas ce que ça veut dire les fractales. Je ne vous apprends pas que ça veut dire les suites de Fibonacci. Je ne vous apprends pas, vous, en tant qu'architecte, qu'est-ce que ça veut dire le nombre d'or, 1,618, qui est une répétition dans la nature et qui est un nombre qui permet aux architectes et à tout le monde de pouvoir évoluer dans leur travail. Il y a le Ihsan aussi. Le Ihsan, c'est, par exemple, c'est l'architecture qui reflète la beauté et la divinité. Ensuite, il y a aussi la modestie qui favorise la fonctionnalité à autre chose. Ensuite, on a l'hospitalité et la communauté, les espaces verts et autres. Et même dans ces principes coraniques, on peut même citer, par exemple, aujourd'hui, l'ouverture, l'espace et la lumière. Parce que Dieu est lumière. Et il l'a dit dans le Coran, si on se réfère à au surat Al-Nour, 24-35, surat 24, verset 35, Dieu nous parle de la lumière. Et l'architecture, c'est la lumière. Ce qui permet aux gens aujourd'hui de pouvoir vivre convenablement et en harmonie avec leur milieu. Donc je crois que ces deux professions, architecture et médecine, deux professions qui sont de pair, qui sont intimement liées. Mais malheureusement, les gens, souvent, ils l'occultent. Parce qu'on vit dans un environnement, et cet environnement, on a besoin quand même d'avoir un environnement qui est sain pour avoir un esprit qui se développe et qui peut réfléchir. Donc, en grosso modo, comme introduction, je crois que je peux m'en tenir là pour donner l'occasion. Oui, mais avant même de donner, vous m'avez parlé de la santé d'habiter, l'habitat, comment santé. Non, ça, dans la discussion, je voudrais ça pour développer. Dans l'introduction, comme tu as parlé de cet aspect un peu mystique, un peu de foi, qu'on en a abordé plusieurs fois ici, avec des gens qui sont venus, qui nous ont mis dans cette dimension-là. Exactement. On est très ravis de voir, parce qu'au départ, quand je parlais de toi ici, j'ai dit qu'au-delà même de la médecine, ça déborde sur autre chose. Exactement. Donc je vois qu'il y a le Coran qui est mêlé dans ça aussi, ça c'est intéressant. Mais je veux dire que ce qui régit notre monde, c'est notre environnement. Exact. Si l'environnement ne nous conditionne pas, on serait tous neutres. L'homme a pu construire parce qu'il s'est protégé par rapport à tout ce qui existait dans son environnement. Quand tu es dans un environnement, tu ne connais pas l'étranger ou celui qui t'agresse, tu essaies de te protéger. Tu m'as parlé même de double peau. La maison, c'est une double peau. Ouais, parce que on a la peau et on a une double peau qui est revêtue par la maison. Ça, j'ai bien aimé l'expression tout à l'heure. Oui, tout à fait. Quand tu m'en parlais. Tout à fait. Donc, c'était pour te titiller un peu que je suis venu sur cette double peau. Parce que tu as défini un peu dans l'introduction que tu as lancée un peu. En résumant un peu comment le monde s'est conjugué. Parce qu'en fait, il y a maintenant cette nouvelle tendance, ce qu'on appelle la médecine de l'habitat. Parce que l'habitat est considéré maintenant dans notre jargon comme une troisième peau de l'individu. Après la peau, le derme, il y a les vêtements qui nous protègent, mais c'est notre habitat. Et l'habitat, c'est de l'architecture. Donc, la troisième peau de l'individu, c'est son habitat. C'est pourquoi l'habitat est considéré comme une troisième peau chez l'individu. Donc, pour vous montrer l'essence, même la quintessence même de l'architecture dans la vie des individus. Et même plus loin, on va voir que si l'environnement détermine l'être humain. Si on vit dans un environnement qui est sain, on peut penser, on peut réfléchir, on peut créer, on peut être créatif. Mais si nous vivons dans un environnement restreint, comme l'environnement que nous avons, ça pose des problèmes. Et il y a d'autres aussi phénomènes qui vont entrer en considération, que ce soit dans votre métier comme dans notre profession. C'est-à-dire, on a besoin aujourd'hui, que ce soit médecin, architecte, technicien ou autre, de tropicaliser ces sciences, d'en faire des sciences africaines. Parce que la plupart du temps, souvent,
Les gens, ils importent des techniques tempérées dans des pays tropicaux. Ce qui fait qu'on en a discuté tout à l'heure. Certaines de notre profession ne sont pas très bien connues par le commun des Sénégalais. Quand on parle d'architecte, on va dire oh, c'est un autre niveau. Alors que je viens de vous définir en matière de médecine l'importance de l'architecture même dans la vie de l'individu. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga de la vie de l'individu, c'est son environnement. L'architecture, c'est de l'environnement. C'est dans ce cadre qu'on va mettre les techniciens, les paysagistes, les urbanistes, etc., pour permettre à un homme d'avoir un environnement épanoui afin de vivre correctement. Donc, en somme, c'est ça. Voilà. Aruna, bon, on a assez parlé maintenant. Bon, on te laisse en introduction. Comme c'est un milieu connu des architectes ensemble, Aïda l'a bien dit tout à l'heure, en parlant des techniciens, c'est une famille. On est ensemble, c'est que vous concrétisez aussi nos idées. C'est que même quand on met les idées en place, et voilà, vous savez comment les concrétiser. Je te laisse la parole pour te présenter et tu en parles. Donc, bonjour, je salue vos auditeurs de télévision et les auditeurs de l'Internet. Et je suis vraiment ravi d'être à l'émission parce que c'est comme un jour de concrétisation. Parce que moi, ma vocation première, c'était de faire la médecine. Et oui, ça c'est un aveu. Mais avec la force du cursus et les années invalides et années blanches, on est arrivé un peu tard pour entrer en faculté de médecine. Et après réflexion, je me suis dit, je ne peux pas aller ailleurs ou dans la construction. Parce que l'amour de faire un avantage pour la population, pour la personne, l'humain, on peut le trouver dans la médecine, mais comme ça aussi, on peut le trouver dans la construction. C'est ma philosophie qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je suis passionné. Et j'ai été aussi, secondement, défavorisé par le système parce que au moment des LMD, moi j'ai fait mes années jusqu'à aller diplômer à l'école supérieure polytechnique. Mais avec les LMD, il fallait rajouter des années supplémentaires. Et c'est ça qui m'a fait le Bakou individuellement. Parce que je me suis révolté pour dire que je n'ai pas besoin d'aller faire des études complémentaires. Parce qu'à ce niveau, avec l'équivalence des diplômes, moi je suis arrivé à terme. Voilà. Aujourd'hui même, je regrette quand même de ne pas avoir continué. Mais, voilà, mais rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard, mais il y a une consécration qui fait que je ne regrette rien. Parce que quand vous avoir fréquenté fait que vous pouvez me dire que si vous voulez choisir quelqu'un pour l'agréer comme architecte, ça c'est un avantage pour montrer que ce n'est pas un chemin vain que j'ai fait. Parce que j'ai commencé à entreprendre depuis 2006 ou 2000 et quelque chose. Mais il me manquait une étape, c'est la conception. Et Dieu a fait que j'ai rencontré M. Mbo. Donc j'ai tardé dans la conception parce que l'amour qu'on trouve avec l'architecture avec lui, ça fait qu'on ne peut pas dépasser cette étape. Et la meilleure manière d'entreprendre, c'est de savoir la conception qui fait la philosophie d'habiter. Voilà. On peut donner des prix, on peut faire des bâtiments, mais pour que le bâtiment soit accessible et adapté à la personne, il faut aller jusqu'à l'étape de la conception. C'est ce qui m'a rentré dans l'architecture. Et c'est ça qui fait aussi que je ne regrette plus. De n'avoir pas fait. Ouais, mais je ne vais même pas te couper sur ça, parce que moi, j'ai vécu l'expérience avec toi. Même l'agence de la construction, à l'époque, quand je t'avais mis en contact avec eux sur le projet sur lequel on travaillait, et notamment c'était la Cour des comptes, et à un moment, ils m'ont appelé discrètement pour me dire que est-ce qu'ils peuvent t'embaucher. J'ai dit, ah oui, pourquoi vous voulez l'embaucher? Non, c'est quelqu'un de formidable, et on veut qu'il rentre dans l'administration chez nous. J'ai dit, bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Parce que si quelqu'un veut progresser, je pense qu'il peut changer d'étape. Et quand je t'ai posé la question, j'ai dit, Aruna, est-ce que ça t'intéresserait? Parce que les gens m'ont contacté pour te prendre à l'administration. Tu as dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Je t'ai même poussé, tu as même refusé. Je ne savais même pas. Bon, tu m'as dit non, tu ne peux pas rester dans un coin comme ça, assis, en train de... Non, ça ne t'intéresse pas, quoi.
Et puis, phénoménalement, j'ai vécu une expérience avec lui aussi, ça je tiens à le dire. Il y a un de mes clients qui m'a appelé un jour, il me dit, mais j'ai Aruna en face de moi. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il y avait? Il dit, non, j'ai donné de l'argent. Il dit, il ne prendra pas cet argent. J'ai dit, mais pourquoi il ne veut pas prendre? Non, j'ai dit, et puis pourquoi il voulait? Non, j'ai donné parce qu'il est tellement bien gentil, c'est de l'argent. Je me dis, c'est quoi le bout? Qui quoi? Me dit quoi? Mais quoi? Passe-moi Aruna. Parce que je sais que du gel Sahara, il me passe moi. Il me passe Aruna, je dis à Aruna. Mais je le reste, moi, non, de mon côté. Nous avons doublé cabinet de Mounek Sibir salarié, quoi. Il faut qu'il intègre dans le cabinet. Bon, quand tu rencontres des gens comme ça, qui sont amoureux du travail et qui réclament rien du tout. Voilà, c'est ça. Et voilà, tu te dis, formidable, quoi. Mais bon, c'est des gens qui sont altruistes, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas, voilà. Ils ne sont pas là pour de l'argent, ils vivent pour compléter. Et puis lui, ce que j'ai adoré chez lui, il est tout en train de réfléchir à des concepts. Exact. Si on faisait ça, si on faisait ça. Et souvent, j'ai dit, mais yo, où tu vas aller où? Tu veux reconstruire le monde ou quoi? Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais on va revenir bientôt sur toi. Aïda, si tu as des choses à compléter. Oui, non, ce n'est pas complété parce qu'en fait, je suis même, j'ai envie de les écouter un peu plus, mais je veux simplement relever, effectivement, c'est très, je ne vais pas dire mystique, c'est très religieux. Oui. Parce que cette notion, on a même envie de le dire en Wolof, parce qu'il y a une saille, d'y concevoir, tu as l'impression que tu as des messages. Exactement. Et ça, je l'ai toujours vécu. Exactement. Même quand j'étais en Europe, où parfois, en Europe, où c'est difficile parce que c'est une autre manière, tu as des références ici, tu retrouves d'autres lieux. Malik peut... Mais Malik a été plus... il s'est adapté très vite. Oui, tout à fait. Et donc, cette notion, tu te dis, quand ça coince, tu dis, bon, bah, je laisse tomber, je me recentre sur moi, et effectivement, le lendemain, tu l'as. Exact. Et tu as l'impression, c'est très mystique, c'est pour ça que le poids est lourd, la responsabilité est lourde, parce que tu te dis, c'est pas rien que de concevoir un espace où des gens vont être, c'est une responsabilité. Et tu te concentres et tu l'as. Et ça rejoint exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand c'est une vocation, tu ne peux pas aller ailleurs. Tu peux pas, c'est-à-dire tu ne perds pas ton temps avec celui qui dit tu es trop gentil parce que toi tu donnes l'argent. Non, tu es concentré sur ce que tu dois faire. Si tu avais dit oui, j'aimerais bien échanger avec toi sur ce qu'on a conçu, là tu y vas. Mais d'autres choses, Alex, tu dis non, je le rejette. Et c'est ça, je voulais relever cet état de fait, relever aussi que, il faut le dire, et ce que Malik fait tout le temps, d'ailleurs, il est là, il crée des trucs pour que tout le monde puisse en profiter, il fait des émissions où il invite tout le monde, et il fait, je le redis, il fait le musée de Serigne Touba, il dit waouh, aïe de dessin voilà, merci beaucoup. Voilà ce que je veux dire. Revenir sur le concept même, en fait, Bakou. Bakou, c'est le refusé et c'est le refus de l'appris. C'est-à-dire, nous avons été conditionnés à apprendre des choses. Et ces choses nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Même dans notre manière de faire, dans notre manière de concevoir, on est toujours conditionné par l'appris. Maintenant, un jour, il y a un mouvement qui est en train spontanément de prendre forme, c'est-à-dire nommé Bakou, mais c'est un refus de ce qu'on nous inculque, quoi. C'est-à-dire, on dit un moment, ouais, on va se libérer de notre chaîne, mais on va maintenant nous-mêmes montrer ce qu'on sait faire. Donc, ça s'est traduit par ce qu'on appelle les pas de danse, ce qu'on appelle l'oralité, les chansons, les trucs comme ça. Pour que si aujourd'hui, nous, en tant qu'architectes, on manifeste quelque chose, on va le manifester par notre savoir-faire, par notre culture, par notre identité. Et c'est simplement ça le Bakou.
Bon, le nom est bienvenu parce que quand tu prends un nom comme Bakou, qui marque le rythme, qui marque le pas, qui montre la danse, qui montre la chanson, mais que tu ailles partout en Afrique, même dans le monde, les gens ont toujours ce rythme entre eux. Exact. Il y a le folklore qu'on dit, les danses folkloriques, c'est le Tchosan Dek. Voilà. Le Tchosan Dek, c'est dans le Bakou. Et le Bakou, ce n'est rien d'autre que ce que Aruna vient dit. Oui, moi j'ai mon Bakou, je me ferai mon Bakou moi tout seul. Le Bakou dit, c'est pas toi qui vas m'apprendre, mais moi j'apprends à partir de ce qui existe chez moi déjà. Et j'essaye maintenant de le vendre ailleurs ou même de le développer chez moi. Je ne vais plus être conditionné de rester dans un truc déjà fini, déjà fait, et je ne fais que calquer et de continuer. C'est pour ça le refus du Bakou. Pour revenir sur les hôpitaux, moi j'ai vu le principe des hôpitaux qui s'est développé en Europe. On a intégré ce qu'on appelle les accompagnants. Mais nous, en Afrique, nous, on n'isolait pas notre malade. Nos malades vivaient avec nous. Mais aujourd'hui, quand vous allez en Europe, ils sont en train de venir vers cette tendance. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé ce qu'on appelle les machines à guérir. Les machines, c'est-à-dire que tu es dans une chambre, tu as peut-être un portrait ou bien un truc comme ça mis, un tableau, et tu n'as rien. Pas même de visite. Parce que tu es isolé. Alors qu'ici, dans un hôpital, moi je dis toujours, je ne comprends pas comment fonctionnent les hôpitaux en Afrique parce que ça devait être l'inverse, parce qu'on vit dehors. Mais ici, quand tu rentres dans les hôpitaux, en fait, les personnes valides, c'est eux qui parsèment l'hôpital au niveau des jardins, tout ça là. Où sont les malades? Ils sont alités, ils sont dans des chambres parce qu'ils ont peur de l'hôpital. Ils ont rejeté l'hôpital. Comment ça se conçoit ici? Ils ont rejeté ça parce que ce n'est pas leur mode culturel. Ce n'est pas leur façon de vivre le malade. Donc, ils viennent un peu trop tard à l'hôpital et quand ils arrivent, ils sont dans un état où ils ne peuvent rien faire pour eux. Et dans les hôpitaux ici, tu vois les gens valides qui tournent autour des cours. Mais en Europe, les malades sont dans les cours. Ils se promènent dans les jardins parce qu'ils sont en état de convalescence. Donc, ils vivent ça. Alors que chez nous, ça devait être l'inverse. Donc, il faut adapter nos hôpitaux à notre mode culturel et notre identité. Maintenant, je te donne la parole. Voilà. Il faut qu'on tropicalise nos concepts. Ouais. Parce que nous tous, dans nos pratiques au quotidien, on prend des principes tempérés pour des pays tropicaux. Et ces principes sont obligés de fondre parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, les mêmes conceptions. En Europe, la structure familiale a été dissociée. Il n'y a plus de famille. On peut être frère, même père, même mère, on ne se parle pas. On ne se voit pas. Alors qu'ici, on n'est pas malade, c'est la famille qui est malade. C'est ce que j'appelle souvent la notion d'exilé des hôpitaux. Parce que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui a une certaine maladie dans certaines villes, au Sénégal, en Afrique, partout ailleurs, généralement, il fait l'exil pour quitter sa ville et venir se soigner dans une grande capitale. Mais il ne vient pas seul. Il vient avec femme, ça dépend du statut du malade. Donc, nous, on a intérêt à tropicaliser nos concepts, que ce soit médecin, architecte, ingénieur, technicien. On a cet intérêt-là. Parce que vous savez que durant le développement de l'histoire de l'humanité, l'hôpital a évolué. Et nous, on n'a pas beaucoup évolué. En Europe, en Afrique, on isolait les malades, certaines maladies. Dans certaines maladies, on les isolait. La lèpre, la peste, etc. Le malade était isolé. On venait chaque jour lui mettre sa nourriture et un peu d'eau à la porte et on s'en fait. Et le lendemain, on venait voir s'il est toujours vivant ou non. Ensuite, on a créé les hospices avec l'église. Ensuite, c'est là où maintenant intervient le rôle, ce grand rôle des architectes. C'est-à-dire l'architecture a humanisé un peu les hospices pour en faire des hôpitaux. Parce que l'hôpital n'est plus un mouroir comme on peut le dire, mais l'hôpital est devenu maintenant un lieu de vie, où il y a des malades qui sont là pour être soignés, il y a des gens qui viennent chercher des soins parce qu'ils ne sont pas malades. Quand je fais de la chirurgie esthétique, je veux faire des bridges pour mes dents et autres, je vais à l'hôpital mais je ne suis pas malade, j'y vais pour trouver des soins, esthétique ou autre chose. On peut aller faire un bilan de santé. Un bilan de santé, parce qu'on n'est pas malade. Et à l'intérieur de l'hôpital, il y a des gens valides qui ne sont pas malades, qui vivent dans nos hôpitaux. C'est les médecins, les infirmiers, les personnels paramédicaux. Ces gens, il faut créer maintenant une symbiose, une sorte d'osmose pour l'ensemble de ces personnes qui n'ont pas les mêmes préoccupations et qui vivent dans un même endroit. Et ça, c'est le rôle de l'architecte. C'est pourquoi on a intérêt à plus quand même impliquer les architectes
dans les conceptions de nos hôpitaux et même de nos maisons au-delà. Parce que l'hôpital est devenu un lieu de vie. Ce n'est plus un lieu de souffrance, l'hospice où les gens attendent la mort, oui ou non je vais mourir, etc. etc. C'est un lieu qui regroupe aussi des gens qui sont valides, qui passent 12 heures de temps, 24 heures de garde dans les hôpitaux, d'autres une semaine de garde dans les hôpitaux, d'autres qui sont en astreinte. Et vous avez l'habitude maintenant de voir que dans certains hôpitaux, des grands hôpitaux, il y a même des logements à l'intérieur. Comment il faut faire pour allier tout ça? L'entrée de l'air, de la lumière, la lutte contre les infections nosocomiales. Parce que le problème, c'est le problème qu'on a ici. Pour le palais, on sort avec une tuberculose. Parce que la conception n'est pas bonne. Il n'y a pas une bonne entrée de l'air et de la lumière. Il y a des bactéries qui adorent des choses moites, sombres et autres. Ils vont se développer. On est dans une même salle. L'un a une tuberculose. Peut-être qu'il ne le sait pas, l'autre est truc. Donc, les gens se changent des malades et rentrent dans la plupart de nos hôpitaux. Parce que la conception, soit est dépassée, c'est des vieux hôpitaux dépassés par les événements. Et je crois que la Covid nous a montré, a posé quand même réellement ce problème. On a subi la Covid pendant des années, de 2019 par exemple jusqu'à 2021, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas préparé, ni au niveau de la logistique matérielle, ni au niveau de la logistique humaine. Parce que dans la conception de nos hôpitaux, on n'avait pas très pris au sérieux les architectes. On n'est pas très impliqué ces architectes-là. Parce que l'architecture, c'est une projection pour moi. On ne construit pas pour aujourd'hui. Je te coupe pas, mais je vais te poser une question. Parce que récemment, il y a eu des hôpitaux qui sont au Sénégal surtout. Il y a eu même 4 hôpitaux, je vais dire, à Touba, à Sédhiou, je ne sais pas où encore. Kédougou. Mais pourquoi moi, en tant que... Bon, je peux me dire spécialiste sur ce domaine parce que j'ai travaillé longtemps aussi ces hôpitaux-là, en Europe, mais j'ai posé une question. Pourquoi les hôpitaux que les TOAP ont laissés ici, dans les années 60, sont meilleurs que ce que les gens ont produit en 2024-2023? Mais c'est une question de conception. Parce que si vous voyez le Dantec, comment on a construit cet hôpital, c'est pas pareil. On l'a construit souvent en modèle modulaire, où il y avait des modules, comme au village. Vous avez l'AINEC, Pachon. Donc, mais là, si c'est un style pavillonnaire. Quoi. Pavillonnaire. Voilà. Donc, c'est des modules qu'ils ont construits, des pavillons, pour que les gens, parce que ça reflète notre culture, les gens avaient moins de problèmes. Maintenant, si vous venez, vous nous amenez un autre concept qui n'est pas trop culturel. On a construit des hôpitaux, on n'a pas eu le temps de former les médecins et le personnel paramédical qui doit travailler dans ces hôpitaux. On attend de terminer l'hôpital pour maintenant recruter. Alors que le personnel qui doit travailler dans ces hôpitaux doit être impliqué dans les projets. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans un hôpital, vous voyez un matériel qui pendant 10 ans, personne ne l'a touché. Parce qu'effectivement, personne ne sait à quoi ça sert. S'il y a feu ou bien incendie dans des hôpitaux, souvent les gens sont obligés de courir à gauche et à droite, ils ne savent pas par où aller. Ça peut intervenir à 2 h du matin, 3 h du matin, le personnel technique peut ne pas être là. Donc, je crois que le problème qu'on a avec les hôpitaux, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, des gens sont venus, ils ont proposé des modèles, peut-être dans un but, non pas, c'est essentiellement dans un but politique, mais pas dans un but, disons, de programmation continue. Parce que vous voyez même, là, vous ne pouvez pas quitter un chef-lieu de région et aller construire un hôpital. Diourbel, c'est le chef de la région de Touba, on a construit un hôpital à Touba. On a désorganisé maintenant la pyramide sanitaire. On l'a fait à Tiaoun. Donc l'objectif, c'est est-ce que c'est un objectif social, sanitaire? Ouais, selon la pyramide, il faudrait mettre ça. Il fallait, parce qu'on parle de pyramide sanitaire dans le cadre opérationnel de notre système de santé. Mais avec ces hôpitaux, on se rend compte que cette pyramide n'a pas été respectée. Parce qu'on n'a pas mis des hôpitaux là où il fallait. On a mis plutôt privilégié la politique. La politique qu'avec la carte sanitaire. Donc ça aussi, c'est dans le cadre de la conception, ça crée des soucis. Donc, Aruna, tu vas prendre un peu le débat aussi. Bon, on rentre un peu dans le link quand même de la construction et voilà. Là, je rentre dans le niveau fonctionnel maintenant de nos bâtiments. Parce que c'est pourquoi quand je parle la plupart dans Akudak, j'utilise le terme constructeur. Parce que dans l'esprit, il faut allier constructeur, concepteur, constructeur, réalisateur. Parce qu'il faut que nos bâtiments sachent nous parler, quoi. Ce qui fait que toutes les personnes sont la plupart dehors. C'est parce que notre cadre de vie n'est pas bien adapté à ce qu'on doit vivre. Ce qui fait qu'on a tendance à rester tout le temps dehors et ne pas avoir le cercle familial permet qui existait autant. Parce que dans les anciennes bâtis,
on avait la cour, un espace ouvert où la grand-mère, les grands-parents, jusqu'au petit-fils se regroupaient. Donc dans la construction, il nous manque maintenant de reprendre notre vécu social, notre identité culturelle dans la construction et dans l'habitation pour pouvoir redémarrer. Ouais, mais tu sais que le phénomène que tu viens d'expliquer, ça on en a parlé chez Akudak, on a échangé, les 10 sur 15, c'était imposé par la Banque mondiale simplement parce qu'ils voulaient détruire la cellule familiale. Exactement. C'est-à-dire cette famille élargie, ils disent non, il faut réduire parce que les uns qui vivent sur les autres, économiquement, on ne peut rien développer, ils vont rester toujours pauvres. Mais ils se sont trompés parce qu'on est parti en hauteur. Maintenant, ce que tu dis, où est la cour? Parce que la cour, dans une concession chez nous en Afrique, c'est important. C'est l'arbre à palabre autour duquel les gens se retrouvent pour discuter. Mais je rejoins un peu le fait que, bon, tu sais, avant il y avait les trucs, comment on appelle là, des espèces de, là où on amenait les tuberculés là. Les hospices. Les hospices, même avant les hospices, mais il y avait un certain nom qu'on avait. Mais ce que je vais définir par ça, oui, mais ce que je vais définir, nous, culturellement, le malade, on le rejetait jamais. Exactement. C'est ça. C'est même avant que les toits même n'arrivent. Le malade, on le poussait. Il vivait avec nous à l'intérieur. On arrivait à le guérir, même si sa maladie était transmissible. Presque tout le monde avait cette maladie. C'est pour ça que tu as vu le phénomène de lépreux. Mais donc, on vivait, on ne s'isolait pas. Mais c'est venu après, avec les façons de cloîtrer les gens, parce que l'hôpital, c'était avant des gens de retrait où il y avait des moines, il y avait des trucs, on prenait les gens, on les jetait là-bas, des hospices, des trucs comme ça. Mais ce n'était pas pour les soigner, c'était pour les trier, pour les mettre quelque part et pour les entretenir et dire peut-être qu'ils vont mourir un jour, on les isole de la population. Parce que la population, c'est là, elle est saine, mais c'est là, elle est malade, donc il faut faire des tris. Mais c'est après maintenant, quand la médecine s'est développée, qu'on a trouvé qu'il faut maintenant aller faire des structures qui vont accompagner les lieux de soins et les trucs comme ça. Sinon, même pendant les guerres, on peut opérer en plein air. Exactement. Il suffisait de mettre une tente, de mettre des trucs comme ça. Mais c'est après qu'on a rapporté un peu le conseil. Donc je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que cette cellule familiale a été détruite parce qu'on nous a imposé. Le rôle du Bakou, c'est maintenant le refus de ça. Voilà. Les parcelles de 10 sur 15 qui nous ont tellement valu cet éclatement social a poussé à un certain niveau la pauvreté. Parce qu'on est en train de régler le problème du loyer. La personne qui avait une grande concession et qui a accueilli ses parents n'arrive plus maintenant à les accueillir. Chacun, donc dans l'éclatement, chacun est allé dans la banlieue ou quelque part louer une chambre. Donc la construction est devenue maintenant le système Sarakhole. Une porte, une fenêtre, une porte, une fenêtre. Donc de telle sorte c'est parce que c'est l'aspect mercantile de l'habitat quoi qui a commencé à dépasser. Mais ce phénomène des Sarakhole là, pourquoi tu penses que c'est eux qui l'ont imposé? Parce que je vais te le dire simplement, c'est encore l'Europe qui a conditionné ça. Parce que les Sarakhole, quand ils ont émigré, on les a mis dans des foyers. Et les foyers, c'est un réduit de 7 mètres carrés, 6 mètres carrés. Donc, ils se sont dit que comme on peut vivre dans ça, une fois qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont économisé, s'ils viennent maintenant, ils font des pousses. Vous savez, comme on dit, nous les archers, je vais expliquer plus. Nous avons une responsabilité. Quand les hôpitaux, lui-même, travaillent dans à faire un hôpital, mais ils ne l'ont pas construit. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que nous, on leur dise, je crois que c'est ça, qu'en concevant, ce n'est pas seulement l'enveloppe, c'est le lien déjà avec les gens qui vont y être, c'est le lien, c'est le cheminement, parce que c'est un cheminement par rapport à la Constitution, de voir les gens comment ils l'occupent. Je dis ça parce que dans les hôpitaux, effectivement, c'est les anciens, les hôpitaux, quand tu observes les gens, comment ils arrivent, c'est-à-dire il y a un malade, et aujourd'hui, dans notre manière de faire, à 18h ou à 17h, quand c'est ouvert,
les gens vont les voir. Et ça, les gens, c'est politique, hein, c'est politique. Après, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne prennent pas ça en compte quand on conçoit un autre hôpital. On s'imagine qu'on fait juste l'enveloppe, mais par contre, on va aller chercher le matériel, on fait bien le distinguo, le matériel qui sert à exercer, qui est à la limite un peu plus important. Et on se rend compte que le matériel qu'on achète, parce que tous ces appareils, ces grands appareils modernes qu'on a, ils ont besoin d'un autre espace que d'une chambre. Et c'est tout le cheminement. Je dis ça par rapport à la ville. Par exemple, j'ai dit l'autre jour, Dakar est conçu, c'est pas nous, c'est un système quadrillé que nous n'avons pas l'habitude. Et il faut le relever. Le Sénégalais s'approprie ces espaces. Il essaie tant bien que mal, de manière désordonnée ou chaotique, d'occuper ces espaces. Après, c'est à nous aujourd'hui de dire comment ils ont occupé, donc ça ne leur convient pas. Quelle est la solution qu'on peut leur apporter pour qu'ils vivent dans cet espace-là? Et tout est comme ça. Et tout est comme ça. Et aujourd'hui, je vais parler du Bakou, j'en parle tout le temps. Mais c'est pas mon Bakou. C'est notre Bakou. Parce que les gens croient que c'est juste comme ça, le Bakou. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, quel que soit le bâtiment dont on hérite, quel que soit ce que nous héritons, c'est à nous aujourd'hui de savoir déjà, la première des choses, quand tu fais des espaces, tu devrais discuter avec les gens qui vont l'occuper. Et c'est important. Et qu'aujourd'hui, ces gens qui vont l'occuper vont apporter autre chose. Et c'est ça qui va faire la richesse de ce que tu conçois. Dakar, on a essayé de l'occuper tant bien que mal. C'est désordonné, c'est vrai. C'est mon compagnon qui sont sur le plateau dit oui, c'était comme ça avant, c'était comme ça avant. Mais il faut trouver un moyen de voir, comme c'était avant, comment on peut écarter, comment on peut créer d'autres espaces qui puissent convenir au sein de ce qui existe. Et c'est ça le vrai travail. Quant aux hôpitaux, il faut qu'aujourd'hui, que les gens, l'État, ou je ne sais pas à qui, je vais d'ailleurs à ceux qui donnent, se disent que quand ils font travailler les sachants, je ne dis pas, parce que il n'y a pas que l'architecte, il y a tout un process qui est là. Il y a tout un système à mettre en œuvre pour que l'environnement soit adéquat. Et que ce n'est pas simplement, oui, on va faire, on écarte l'architecte parce que nous, on peut le faire nous-mêmes. Non, même l'architecte a besoin d'échanger avec vous pour faire cet espace-là. Ce que vous nous racontez aujourd'hui, c'est tellement important, c'est un lien que nous savons, parce que si, personnellement, quand je conçois, j'aime bien avoir l'avis de la personne qui va l'occuper. Et Malik, je vais te dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous a imposé ces 150 mètres carrés, mais on va les faire sauter, on va arriver à autre chose, à beaucoup d'espace, à avoir beaucoup d'espace. Mais c'est de leur montrer, nous, et c'est ce que je crois qu'on a réussi à faire ça chez les militaires. Le bonhomme qui a sa parcelle de 150 mètres carrés, qui dit, la troupe qui dit, moi je peux payer dans un premier temps un 2 pièces. Et ce qu'on a apporté de plus, parce que c'est aussi notre rôle, parce qu'on a compris que si tu leur fais 2 pièces, ils ne vont pas rester dans ces 2 pièces-là ad vitam aeternam, et en plus c'est des endroits où ils vont peut-être faire leur retraite, c'est de travailler ces 150 mètres carrés-là et de rajouter, de dire oui, vous nous avez imposé les 150, mais on peut travailler, nous, on a l'art d'augmenter la surface bâtie. Les 2 pièces, tu fais des extensions, tu leur dessines des extensions, tu leur dis, si vous voulez étendre un peu plus au fur et à mesure, vous pouvez avoir. On a vu des 150 mètres carrés qui démarrent avec 2 pièces, qui finissent avec 4 pièces. Moi, je l'ai fait. J'ai fait ce travail. Voilà. Et qui deviennent des standings. C'est aujourd'hui dire, si vous demandez aux gens qui savent faire,
vous aurez des choses meilleures et beaucoup plus adaptées. Voilà le cri aujourd'hui. Bon, je profite de l'occasion pour saluer notre confrère Tanor, qui est parmi les architectes qui sont très expérimentés par rapport au travail d'architecte et qui a compris le sens du Bakou. D'ailleurs, même on s'est titillé un peu en je dis le Luther Tanor, qui faisait son Bakou, mais je le félicite quand même parce que c'est parmi les gens, les doyens de l'architecture qui a compris qu'il faut le Bakou, il faut le changement. Il faut le conseil. Et il est venu avec l'esprit vraiment de comprendre, en titillant les gens, en nous poussant, en essayant de jouer avec nous. Et à la fin, il comprend que le résultat, c'est ça. Et ça, je le remercie beaucoup parce que beaucoup de gens comme lui aussi sont encore hésitants et en se disant où est-ce qu'ils vont. Mais quel que soit Alpha, il y aura un changement. Les gens sont obligés de changer parce qu'on ne réfléchit plus comme avant. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui est rentrée en jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu. Quand AutoCAD est venu, il a bouleversé la façon de concevoir. Et pendant des années, plus de 20 ans, 30 ans, avant, les cabinets étaient remplis de personnes qui dessinaient par-ci là. AutoCAD est venu, il a enlevé tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, à 2 ou 3, vous pouvez concevoir plusieurs immeubles, des trucs comme ça. Donc, on est obligé de s'adapter. Maintenant, le Bakou dit aussi, même sans s'adaptant, mais il faut aussi qu'on épouse notre culture, notre identité. Il ne faudra pas qu'on construise les hôpitaux comme des machines à guérir. Il ne faudra pas que notre maison soit des maisons rétrécies. Voilà, mais il faut que ça soit des maisons, même si c'est rétréci, que ça s'adapte à nous, notre coutume, comme on veut vivre. Puisqu'on a appris à vivre de l'extérieur. On ne s'enferme pas tout le temps. Dès que tu sors de ta chambre, même quand tu es dans ta chambre, tu es obligé de mettre des portraits partout pour avoir des relations avec l'extérieur. Nos grands-parents, quand vous voyez leur maison, ils ont le grand lit, mais ils sont tout le temps entourés de l'extérieur parce qu'il y a des visages autour de tout ça. Et c'est ce mode de culture, des modes d'habiter, des modes de pensée qu'on a. C'est pour ça que moi, ça m'a intéressé tout à l'heure, quand tu m'as parlé de la santé d'habiter, d'habitat au matin. J'ai dit, mais il a trouvé un mot qui sonne, quoi. Que les architectes aussi doivent emprunter, parce que ce que tu dis, c'est une réalité. Tout à fait. Ben, il faudrait qu'on s'adapte à ça. Maintenant, avant de te donner la parole, comme Aruna aussi, il doit peut-être intervenir aussi dans ce domaine-là, il va un peu nous pousser dedans pour qu'on comprenne aussi, parce que lui, c'est un faiseur aussi de projets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il pense réellement quand tu vois la façon dont les gens habitent dans les maisons. Et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport à lui en tant que concepteur, quoi. Donc, quand je reviens sur l'aspect vivabilité, quoi, de notre habitation, de notre habitation, je vais même beaucoup plus loin quand Madame dit la restructuration de Dakar. Parce que moi, mes premiers pas m'ont amené dans un cabinet de béton armé, le bureau de Sitor Ndour, en ville. Et pendant ce temps, aux années 90-92, beaucoup de bâtiments à Dakar n'étaient pas à R+6 ou plus de R+6. C'est à travers lui qu'on a pu renforcer le système de renforcement pour aller en élévation. Donc ce principe-là, il peut revenir, mais intercaler des étages d'espace de verdure. Parce qu'on a besoin que dans nos immeubles, que dans nos habitations individuelles, l'espace. Voilà. J'ai vu à travers Taïwan, ils ont fait des immeubles. Dans des immeubles, ils ont reconstruit presque une ville horizontale. Voilà, vous trouvez des supermarchés, vous trouvez des écoles, mais vous trouvez des espaces verts aussi. Voilà. Ça, il faudra qu'on l'intègre dans notre principe. J'ai l'habitude de dire, ici au Sénégal, on aime bien construire tout en rez-de-chaussée. Mais quand vous économisez 2 pièces et que vous l'amenez en étage, vous économisez sur les fondations. Bien que dans la taille des semelles, vous influez un peu sur l'impact des charges, quoi. Mais pourquoi ne pas construire en hauteur et laisser des espaces au rez-de-chaussée?
pour pouvoir donner à l'enfant, aux personnes, une aire de circulation, une aire de détente dans la maison. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est en fait intégrer l'environnement autour de nous. Mais tu sais, en Europe, il y a un truc qu'il faut tenir compte aussi, hein, parce que le foncier là-bas, c'est pas comme chez nous. Chez nous, ils ont assez construit, quoi. Ils continuent à construire, mais presque partout, sauf dans les campagnes où il y a encore de la terre. Mais chez nous, c'est encore vierge. On n'a pas encore vraiment développé la construction à outrance. Mais moi, ce que je pense, il faut mettre des espaces périurbains avec de la verdure, avec une architecture qui peut... Les jardins, c'est quelque chose d'important. Autour même des maisons, quand la HLM faisait des trucs, il laissait des espaces tampons pour dire que ça, c'est le marché, ça, c'est l'école, ça, c'est le jardin. Mais quand vous rentrez aujourd'hui dans des cités d'HLM, ce sont ces espaces qu'on a beaucoup plus construits que même les gens qui les réservaient, je pense qu'ils les réservaient pour eux-mêmes. Parce que si tu viens sur le plan directeur ou bien le plan masse même de la cité, tu vois que ces espaces sont occupés. On met des immeubles, on met des trucs. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça qu'il faut ce refus-là. Il faut un refus complet. Il faut que les architectes aussi prennent le pouvoir par rapport à ça. Et même si les autorités aujourd'hui disent qu'ils ont un grand changement en tête, parce qu'ils le font, ils disent que oui, on va... J'en parlais hier à un ami. C'est-à-dire, on risque de ne plus avoir d'espace pour cultiver nos champs. Parce que vous avez vu que maintenant, tout le monde a des champs et les gens se lèvent pour dire que oui, je vais morceler pour faire des habitats. Où on va? Moi, mon problème, et je crois que ça doit être aussi le problème des architectes, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Si vous allez dans la banlieue, vous voyez des zones cultivées pendant 50 ans avec de l'engrais. Les gens morcellent, font des maisons et les gens viennent y habiter. Mais ils risquent d'avoir des cancers, c'est l'explosion des cancers. Aujourd'hui, vous allez dans la zone des Niayes, pratiquement tous les champs sont morcelés, ils en font des habitats à 150, même si c'est 500 mètres carrés. Mais si vous avez 500 mètres carrés dans une zone, dans un sol qui est cultivé pendant 50 ans avec des pesticides, des engrais, où la nappe est carrément infestée, les gens font du puits, boivent cette eau, mais on se rend compte que tous ces enfants, la plupart développent des cancers du sang ou bien d'autres formes de cancer de la peau et autres. Deuxièmement, aussi, vous avez 1000 mètres carrés sous des fils haute tension de 15 000 volts, mais vous avez une leucémie. Les adultes, peut-être, vont être sauvés, mais tous ces gosses qui vont naître dans cet environnement-là vont développer des cancers. Parce que les gens n'arrivent toujours pas à expliquer pourquoi l'explosion brutale de ces cancers. Moi, j'étais en médecine, mais j'ai fait ma médecine jusqu'à pratiquement terminer. Mais à la fac, je me rappelle, lorsqu'on revenait de l'hôpital à l'université, lorsqu'on parlait de cancer, aujourd'hui j'ai une tumeur. Mais à la limite, nous tous, on débarqué dans la chambre du malade pour palper, pour voir que c'est une tumeur. Mais maintenant, c'est banal. Les gens parlent plus de cancer que de paludisme. Ils ne s'en rendent pas compte. Et ça, c'est l'environnement. Moi, je crois que j'ai moins de problèmes avec la 150 mètres carrés à Ronan que l'occupation des sols. On a un gros problème. Ça, c'est la question d'environnement. Parce qu'aujourd'hui, l'autre aspect... À Lompoul, quand tu vas, il y a des manifestations parce qu'ils ont installé... c'est une machine qui est en train d'extraire les mines là-bas pour chercher des trucs, mais avec de l'eau qu'ils utilisent en abondance. C'est une eau polluée parce qu'il y a des produits chimiques, tout ça là. Et les gens de Lompoul se plaignent beaucoup par rapport à ça. Mais vous, en tant que médecin, vous avez une responsabilité aussi par rapport à ça. Il faut que ce soit des alertes. Mais les alertes, ce n'est pas pour inquiéter la population, mais c'est pour dire quand on détermine des zones où on doit habiter, il faut voir, parce que le Stade de France, pour le faire, ils ont dépollué. Exactement. Parce qu'il y avait des usines de chimie là-bas. Et quand Chirac a donné le terrain à Saint-Denis, à la porte de Saint-Denis, juste à côté, les gens, ils ont analysé, ils ont dit, attention,
c'est pollué. Pourtant, c'est un terrain de foot qu'on voulait faire, un stade. Mais ils ont mis 2 ans à mettre des batteries qui ont mangé les produits chimiques. Ils ont couvert ça carrément. Ils ont bâché ça pendant très longtemps. Et c'est ça qui a joué ce phénomène jusqu'à il a dépollué. Et ça a beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, là, tu m'inquiètes beaucoup plus. Oui. Parce que tu me dis qu'on prépare des zones où on aménage, on fait des lotissements. Et là-bas, avec des pesticides qu'on a utilisés pendant 30, 40 ans, 50 ans, les gens viennent habiter. Mais comme il faudrait dès maintenant que les architectes aussi soient responsables de ça, et vous aussi médecins. Non, mais je crois que vous avez plus de responsabilités avec les urbanistes et nous, que nous. Quoi. Parce que nous, le problème c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez les zones, par exemple, toutes ces grandes zones-là, des Niayes, qu'on est en train de lotir, mais depuis 1800, les gens cultivent de l'arachide qui nécessite beaucoup d'engrais. Ils font du maraîchage qui nécessite énormément de pesticides. La nappe est complètement infestée et la nappe est très proche là-bas. On dit c'est 15 ans d'amnor. Effectivement. Après, on va mettre des fosses septiques. Toute la nappe est infestée et il y a certains qui boivent cette eau-là. Et cette eau-là, c'est des nappes au niveau du sous-sol. Ça crée des problèmes. C'est ce qui explique actuellement l'explosion de l'ensemble de ces cancers que nous ne connaissions pas. C'est ce qui explique aujourd'hui cette infertilité qu'on n'arrive pas à expliquer. L'Africain était prolifique. On avait 10, 15, nos mamans avaient 10 enfants. Mais actuellement, c'est rare de voir une femme qui peut faire 5 enfants. Ah oui. C'est difficile. Dans nos cabinets, nous, pratiquement, du matin au soir, c'est l'infertilité. Et ça, on n'arrive pas à voir. C'est ces genres de problèmes qui, aujourd'hui, vont créer des soucis beaucoup plus graves à l'avenir, surtout pour nos enfants. L'autre aspect que je voulais aborder, c'est l'habitat vertical. Pour moi, Aaron, l'habitat vertical n'est pas une solution pour les Africains. Aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, les autistes. Mais en Afrique, on n'avait pas d'autistes. Oui, c'est ça. Mais maintenant, il y a tellement d'autistes. Parce qu'on a changé notre mode de vie, notre mode de s'alimenter. Et c'est que les gens... Vous avez un enfant dans un appartement, pendant 24 heures, il ne voit pas le soleil. Il ne voit pas le soleil, il ne peut pas marcher. Tu as peur qu'il tombe. Cet enfant-là, souvent, il y a un ami qui a amené son enfant d'Europe. Ça, je crois qu'il était en France. L'enfant ne pouvait pas parler. 5 ans, il ne pouvait pas parler. Et les gens disent non, il est autiste. On l'a amené ici, on l'a mis dans l'environnement familial avec les gars. Il commence à parler. Ah, oui. Son père était étonné parce qu'il ne voyait pas quelqu'un avec qui parler. Et ce qui est en train de nous arriver. Aujourd'hui, on a énormément d'autistes. Les gens, oui, prise en charge des autistes, c'est bien. Mais essayons de voir la cause. Je ne dis pas que dans l'Afrique, dans les temps anciens, il n'y avait pas d'autistes, il y avait ce genre de maladie. Nous, on ne les connaissait pas. On connaît de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas. C'est dû à l'habitat, à notre mode de vie. Mais vous, là, vous êtes dans le Bakou, hein? Non, le Bakou aussi, pour moi, le Bakou, c'est bien. Mais c'est que le Bakou, il faut aussi qu'on ose changer. Oser changer les choses. Oser tropicaliser, africaniser, sénégaliser certaines choses qui nous appartiennent. Aujourd'hui, on parle d'espace vert. On en a discuté tout à l'heure. Mais regardez nos espaces verts-là. Qui les conçoit? Ce n'est pas des urbanistes, ce n'est pas des paysagistes. On fleuriste quelqu'un qui a été depuis 20 ans. Les pépiniéristes. Ouais, les pépiniéristes qui viennent se dire que mais tu vois, à certains points, mais des arbres qui n'ont rien à faire là-bas. Oui, parce que ce n'est pas calculé. Alors que tout doit être calculé. Si vous allez dans les pays du Maghreb, Algérie ou bien Tunisie, Maroc, que je connais très bien, là, justement, ce qui m'a le plus frappé, tu vois des familles nucléaires ou bien des familles nombreuses qui venaient étaler leurs notes, prendre leur dîner dans un jardin. Oui. Orangé ou bien avec d'autres trucs, qui mangeaient, qui restaient là-bas jusqu'à 22 heures. Parce qu'il y a cette nouvelle notion qu'on appelle la naturothérapie. Quand vous êtes trop stressé dans les villes, les gens vont en thérapie. Ils vont en campagne, ils se ressourcent, ils reviennent. C'est ça. Ou bien tu vas dans la forêt de Mbao ou bien quelque part, tu gardes ta voiture. Même cette forêt-là est agressée maintenant. Parce que les gens veulent... À l'image de Dubaï, à l'image des Émirats arabes, le roi Salman de l'Arabie saoudite a normalisé son Bakou. Il a dit, on ne va plus construire comme les autres ont l'habitude de faire, importer des immeubles, planter les immeubles. Mais on va maintenant donner une norme de ce qu'il faut faire en architecture. Il a normalisé. Il dit telle zone, c'est comme ça qu'on construit, telle zone, c'est comme ça aussi, et comme ça. Mais je me pose une question, Malek. Vous avez fait la France, pourquoi vous ne voyez pas de gratte-ciel à Paris? Il n'y en a pas. Pourquoi Paris n'est pas New York? Pourquoi Paris est beaucoup plus attrayante comme ville que New York et les autres villes? Non, parce que Paris, j'ai vu un documentaire très récent, il y a 2 ou 3 jours, où on parlait de la tour Montparnasse.
Oui. Le problème de la tour Montparnasse. Ils ont testé un truc. Ils ont dit, est-ce qu'on ne va pas essayer de s'élever plus haut? Et quand ils ont fait la tour Montparnasse, c'était une déception totale. Exact. Après, ils ont dit, on arrête. Ils ont, oui, c'est vrai, on arrête. Exact. Mais à la défense, ils ont tenté. À la défense, ils ont tenté. Ils ont tenté, puis bon, finalement, c'est invivable quand même. Exactement. Parce qu'on a une prolifération de population, mais est-ce qu'il y a un bien-être parmi tous entre ces tours-là? Il n'y a pas. À la défense, comme il dit, moi j'ai un ami qui habitait au 66e étage, comme moi là, tu sais, il y a des étages énormes, hein, je ne sais pas si c'est le 33e, mais Moussa, un Djiboutien, quand tu arrives, le hall, tu as une batterie d'ascenseur. Ouais. Si le courant se coupe, c'est sombre. Et tu ne rencontres personne. Exactement. Et même si tu sors de l'ascenseur et que quelqu'un te voit, on a l'impression qu'il a peur. Oui, il a peur. Ouais. C'est-à-dire, il se met dans un endroit là-bas, il attend, ou bien il tient la porte de ton appartement, et toi tu bouges, il va, jusqu'à ce qu'il sonne une porte, il dit ah oui. Il habite ici. C'est la notion de sécurité. Exactement. Il n'y a personne. Si. On peut t'agresser dans l'immeuble. Mais exactement, c'est à ça. Ouais. Mais une fois que tu rentres, que c'est fermé, maintenant tu as les fenêtres, tu ne peux pas les ouvrir. À une certaine hauteur, c'est impossible. Par rapport au vent, par rapport au truc. Maintenant tu es là, tout est climatisé, tout est artificiel. Et puis ça, c'est vraiment pas une vie. Hein. Non, c'est pas une vie. C'est la raison pour laquelle eux, ils ont construit Paris selon leur culture. Avec Haussmann et autres. Ils ont pris la responsabilité de construire Paris. De dire non, il n'y a pas d'immeuble, on ne va pas faire New York bis. Mais nous aussi, il faut que médecins, architectes, techniciens, urbanistes comprennent nos responsabilités. Parce qu'actuellement, moi, ce que je vois dans nos cabinets, ce que je vois dans les hôpitaux, mais on est en train maintenant d'avoir un turnover au niveau, on connaissait les maladies tropicales, paludisme, diarrhée, vomissement, typhoïde. Mais maintenant on voit plus cancer, problèmes d'allergie, problèmes dermatologiques, etc., etc. Mais ça, il faut qu'on essaie de s'arrêter pour dire, mais écoutez, et ces gens, vous faites une petite enquête, ils vous disent les zones. Je ne veux pas faire peur aux gens qui habitent dans ces zones-là, mais ils vous disent des zones où ils habitent, et vous savez, c'est des zones hautement cancérigènes. J'ai fait un article l'autre jour sur ça. Donc ça, c'est une responsabilité. On ne peut pas laisser des gens construire R+2 sous des fils haute tension à 15 000 volts, 50 000 volts. La tension, c'est interdit. Dans les normes, il faut moins, à plus de 150 mètres de pouvoir construire. Tout est interdit dans ce pays, mais tout est toléré. Tout est toléré. C'est ça le danger. Tout est interdit, mais tout est toléré. Et vous allez toujours dans la banlieue, vous allez voir des gens qui construisent sous les fils haute tension. Non, ça c'est pas possible. C'est grave. Même Thiaroye, partout, à Rufisque. Je crois que, Mali, nous on le dit depuis des années, je crois qu'il faut qu'on s'approche des collectivités. Exactement. Exact. Il faut qu'on puisse, on l'a dit, ça fait plusieurs fois que les gens essaient de dire, il y a 500 et je ne sais pas combien, il faut aujourd'hui qu'on puisse amener des gens, des architectes, des urbanistes, tout, qui puissent échanger, parce que le drame c'est ça. Le drame c'est le foncier qui est lotissé, parfois, parce qu'on n'a même plus besoin de demander l'avis de l'urbaniste. On appelle la majeure partie du temps, ce sont les géomètres, on leur dit aligner les parcelles et tout ça, ils mettent leur tampon et ça y est, on est parti. Oui, on est parti. Donc, il faut qu'à un moment, on dise, mais c'est pas simplement de construire, c'est pas... En France, quand tu fais, j'ai fait d'urbanisme, tu te réveilles pas un jour, tu dis tu vas aller... tu fais tel quartier. Non, ça va te prendre des mois, 1 mois ou 2 mois. Tu fais une enquête sociale. Tous les gens qui sont, tu fais des fiches. Je l'ai fait. Tu fais des fiches, tu dis tel, il habite là, sa parcelle, celui-là qui... Tu fais des fiches. Une fois que tu as toutes ces fiches, tu détiens tous les renseignements et les critères. Et après tu dis, qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu laisses et comment tu refais? Exactement. Mes filles, on ne parle jamais aux gens.
Exact. Je dis toujours, mais on ne parle jamais. Tu dis que tu vas à un quartier ou 2 quartiers de Guédiawaye, da ngay xëy suba rek ñu ne waa defar nañ fa lire lii xamuñu sax lu fa nit ñi dëkkee. C'est le problème du lotissement. Je suis choquée quand vous dites ils lotissent. Effectivement, les gens tombent malades. Exactement. On a occupé le chemin de l'eau. Exact. Après, on a des inondations. Exact. On n'a toujours pas réussi à résoudre les inondations. Maintenant, si on va vers il faut qu'on se mette ensemble, les médecins, parce que là, c'est important. Parce que les gens, ils te parlent d'inondation au Sénégal, mais il n'y a pas d'inondation. On a un problème de ruissellement. Du ruissellement, il n'y a pas de... Oui, il ne pleut plus. Oui, on n'a pas de fleuve qui dépasse. Mais c'est-à-dire, les gens, entre 70 et 80 avec la sécheresse, ils ont cru que voilà, il y a des chemins d'eau qui sont occupés. Et ça pose un sérieux problème. Et ce qui ne me rassure pas, j'habite à Rufisque. Quand je vois comment le sol, l'occupation du sol de Diamniadio se fait, mais je me dis, mais écoute, les gens n'ont pas fait la différence entre les zones industrielles et les zones d'habitation. Non. Allez à Diamniadio, vous allez voir que la zone industrielle fait côte à côte avec les zones de trucs. Donc toute la pollution est là parce que maintenant ces zones industrielles qui émettent des gaz toxiques, des microparticules qui sont hautement cancérigènes, qui sont des particules qui peuvent donner de l'asthme et autres, mais quand il ne pleut pas, ce n'est pas grave. Une fois que ça pleut, mais ces particules descendent sur terre et sont absorbées par la nappe phréatique. Et la plupart de ces gens n'ont pas d'assainissement. On a construit une ville sans assainissement. Rien. Ça veut dire que le problème, l'habitat risque d'être le facteur déclenchant, le facteur favorisant pour l'ensemble des maladies que nous allons avoir dans les 20-30 prochaines années. Et ça, c'est la faute de nous tous. D'abord, c'est la faute des architectes, des urbanistes. Mais quand tu prends, c'est vrai que ce que tu dis, malgré qu'eux, ils ont la médecine qui a très bien progressé partout, mais ces phénomènes d'habitude qu'ils avaient avant alimentaire et tout ça, c'est ça qui a déclenché tout ce qui est cancer en Europe. Et que tu vois même des gens qui sont des très lotis, qui ont beaucoup d'argent, qui sont des trucs, meurent de cancer. Mais aujourd'hui, nous, c'est notre comportement par rapport à notre façon, notre manière d'habiter qui va nous amener ces problèmes-là. Le problème, il y a l'alimentation, certes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les junkie food depuis quelques temps au Sénégal. Ça aussi, c'est une responsabilité de l'État. On laisse, par exemple, je ne peux pas citer de nom pour faire de publicité. Les junkie food qui sont là, qui inondent le marché. C'est quoi les junkie food? Les junkie food, c'est tout ce qui est hamburger, shawarma, les trucs, les frites, rafale, les chips et autres. Mais c'est des alimentations hautement cancérigènes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on amène? Oui, nos enfants dans les crèches, à l'école maternelle, vous donnez votre enfant une brique de jus avec des chips, mais vous êtes en train de créer un futur cancéreux. C'est excessivement dangereux. Et l'autre aspect, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'estomac, le système digestif est le deuxième cerveau de l'individu. Le cerveau a été, au niveau embryologique, fabriqué à partir des cellules de l'estomac. C'est pourquoi il y a un lien entre le cerveau et l'estomac. Et que, oui. Si vous voyez, quand vous avez faim, là, vous sortez de l'humanité. Jusqu'à ce que vous allez manger. Regarde, mais c'est pourquoi quand on fait le ndogu, tout le monde est content. L'aliment est le premier antidépressif de l'individu. Maintenant, tout dépend. Nous sommes que ce que nous mangeons. Dans les intestins de l'homme, il y a ce qu'on appelle, même des animaux, il y a ce qu'on appelle les microbiotes. Les microbiotes, c'est le deuxième cerveau de l'individu. Et ce qui fait que souvent, je vous rejoins en ce compte de l'alimentation, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui en Europe, on parle tout à l'heure des médicaments. Le concept d'alimentation, c'est le concept bio, où les gens mangent sainement pour espérer rester longtemps. Nos grands-parents vivaient 100 ans, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, à 80 ans, on dit que je suis vieux. Alors que si vous allez dans certains villages, vous voyez des gens qui ont 80, 90 ans et qui sont bien portants. Parce qu'ils sont déterminés par ce qu'ils mangent. Parce que nous, malheureusement, on mange mal, on habite mal, on ne peut pas vivre longtemps. Et c'est ça le gros problème. C'est vrai. C'est ça le problème. Le problème au niveau de la biote, ce changement brutal de l'alimentation pose énormément de problèmes. Les gens ne se rendent pas compte pourquoi les grands intellectuels, ou bien entre guillemets les intellectuels, ne peuvent pas vivre longtemps. J'en parlais à un ami. Je dis, mais Joe, quand on vient du village, quand on vient du village, on a l'habitude de manger du tchèp et du yeleng ou bien du couscous le soir. Bon, une fois qu'on est docteur, architecte, ingénieur ou bien technicien urbaniste, avocat et autres, on mange. On fait un chute, on commence à manger des choses exquis, quoi. On dit non, moi je mange des lottes, des crevettes. Mais c'est bien, il y a des crevettes. Il commence à se défendre.
ils commencent à développer des cellules cancéreuses. C'est pourquoi les cancers digestifs nous ont ici. Les cancers du côlon, les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas. C'est au dernier moment qu'on les diagnostique. Mais ça, c'est dû à notre alimentation, à notre mode de vie. Parce que fait que pendant 40 ans avant d'être quelqu'un, entre guillemets, d'avoir de l'argent, mais tu switches ton alimentation et tu vas dire non, moi je ne veux plus manger ça, les cobadoles, mon dame tu le surprends et lui il est en train de se défendre. Okay. Il va développer des soucis. Mon gars, il y a des colopathie, le terme colopathie de football. Parce qu'on ne mange plus ce que nous devons manger. Et ça, c'est beaucoup de la warabok. Tu l'as bok. Parce que la science l'a démontré. Il y a un peuple qui vit autour de la cordillère des Andes. Les femmes accouchent jusqu'à 65 ans. Jusqu'à 65 ans, ils vivent plus de 100 ans. Il y a plus de centenaires dans cette zone que partout ailleurs au monde parce que les gens ne mangent qu'un seul repas, une seule alimentation. Non, une seule alimentation, une alimentation traditionnelle. Ils ne varient pas sur l'alimentation. Mais nous, c'est pourquoi le Bakou aussi, ça ne doit pas être un Bakou pour les architectes ou pour les médecins, mais c'est un retour à la source. Oui, on vivait bien en Afrique. Et je vous disais tantôt, on n'a pas, nous, une sécurité sociale. C'est pourquoi quand on dit la Banque mondiale veut déstructurer nos trucs, peut-être, mais ils ne le peuvent pas. Parce que je disais à un ami français, il me dit non, là vous êtes pauvre, parce que j'ai dit ok, alhamdulillah. Mais vous avez une sécurité sociale, mais on a la solidarité nationale. Donc, au moins chez nous, les gens ne mangent pas souvent à la poubelle, ils ne dorment pas dehors. Chaque jour, quand ça va mal, on sait que où il faut retourner. Voilà. Et ensuite, chaque Sénégalais, le psychologue de l'autre Sénégalais, le terme graoul, c'est pas grave, dis pas. Au moins, mais en Europe, tu ne vois pas qui parle. Vous parlez de la tour montante, pourquoi ils n'ont pas les fenêtres en dehors du vent? C'est pour empêcher que les gens se suicident. C'est juste la fenêtre. Ça, c'est le aspect. Mais il y a cet aspect. La tour, c'est-à-dire à une certaine vitesse. Même en dehors de tout ça, mais ils ne te laissent pas d'ouverture parce qu'ils savent que le niveau de chute est très élevé. Les gens dépriment rapidement parce que l'environnement, d'abord, l'habitat vertical pose problème dans toutes les cultures. Ça, c'est récent, l'habitat vertical. Oui, tout à fait. Les immeubles, les gratte-ciel, c'est très récent pour l'humanité. Les gens ont vécu dans des habitats qui sont, disons, de surface, de pavillonnaires, style pavillonnaire. Mais là, avec le développement de l'urbanisme et le développement de l'humanité, les gens vont vers les habitats, l'habitat vertical. Mais l'habitat vertical n'est pas une culture africaine. Et je crois même que ce n'est pas la culture d'aucun peuple. C'est le capitalisme qui nous a imposé ça. Pour pouvoir caser des gens, c'est comme des cages. Mais l'idée, c'est de le retravailler. Exact. Pour qu'on puisse y vivre. Parce que de toute façon, il va falloir aller en vertical, mais pas comme ça, la non, il faudrait penser. Est-ce que vous ne croyez pas que nous, on a internalisé des problèmes qui ne sont pas nos problèmes? Regarde le problème de... J'habite à Rufisque. Il y a ce qu'on appelle Al-Madida, une ville que j'ai vu grandir. En 2012, lorsque je venais à Rufisque, il n'y avait rien. C'était des champs de patates et de choux. Actuellement, c'est l'une des plus grandes villes. Parce qu'on a créé des voies de jonction. Je crois que le combat, c'est de développer les zones rurales. Le Sénégal intérieur. De permettre à ces gens qui viennent habiter à Dakar, travailler à Dakar, de pouvoir rester et travailler chez eux. Mais moi, tu m'inquiètes en disant, parce que tu m'as dit que toutes ces zones d'agriculture... Non, je ne parle pas je parle de l'esprit. L'esprit de créer une autoroute qui donne aujourd'hui, lorsque je devais venir je me rappelle en 2007, 2008, 2006, avant l'autoroute à péage, moi je mettais 4 heures de temps entre Rufisque et Dakar. Aujourd'hui, j'ai à peine 22 minutes. Donc ça a donné le courage à ces gens qui habitaient dans des habitats, dans des immeubles, d'aller construire rapidement là-bas. Si on le fait peut-être pour Ila Kaolack, Ila Touba, développer des zones et créer de l'activité autour de ces zones, on peut garder cette souveraineté culturelle-là pour ne pas faire comme les autres. Et ça, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fait des erreurs. Oui. Ils s'en rendent compte. Mais malheureusement, nous, on n'apprend jamais des erreurs des autres. Il faut qu'on aille cogner le mur pour se dire, ah, attention, ils avaient fait des erreurs, nous aussi. Alors qu'on a cette chance, on a un nouveau pays, 65 ans d'âge. On veut d'avoir toutes ces ressources dont on parle. C'est à nous maintenant, en tant qu'intellectuels, de voir comment nous, on va terminer notre vie et comment
on peut définir la vie de nos enfants et autres. C'est-à-dire tout ce qui est les zones de Niayes, on ne peut pas habiter là-bas. Non, mais on ne peut pas, parce que c'est des zones de culture et c'est dangereux. Quand un peuple habite... C'est ça qu'il faut dire. Non, non, non. Parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, les zones de Niayes, les gens... Non, non, on ne peut pas, parce que le problème, un peuple qui habite dans ces zones de culture va mourir de faim. Absolument. La zone de Niayes, Diamniadio, on l'appelait Bët Sénégal. C'était Bët Sénégal, c'est l'une des zones les plus riches du monde. Ah oui. Vous pouvez se souvenir de Bët Sénégal. Bët Sénégal, c'était de Rufisque jusqu'au fin fond, même derrière Pout et vers Thiès. C'est là, les meilleures terres du Sénégal sont là-bas. Maintenant, au lieu de développer l'agriculture là-bas, on est en train d'en faire des immeubles. Ça pose problème. Même pour la stabilité. Vous voyez que ces immeubles-là, c'est excessivement coûteux de construire dans cette zone. J'habite là-bas, je sais ce que je dis. Donc c'est très difficile. Donc si les urbanistes, les architectes et les autres intellectuels, les ingénieurs ne se réunissent pas pour définir des choses proposées, parce que l'État aussi, Bonaparte le disait, on gouverne les peuples que par leur vice. Le peuple sénégalais s'est habité. Donc ce n'est pas le problème. Ouais. Ils vont dire, voilà, c'est bon, on connaît mieux les géomètres que les architectes. Ah, c'est vrai. Hein, c'est ça. Mais c'est mieux les géomètres que les architectes. C'est une réalité. Alors que l'architecte, c'est autre chose, ce n'est pas de la géométrie. Les géomètres font un excellent boulot, mais souvent, eux, ce qui les intéresse, c'est, voilà, donnez-moi les coordonnées, couper ceci, etc. Bon, c'est eux-mêmes souvent qui définissent les plans d'habitation. Est-ce que c'est leur rôle? C'est pas leur rôle. Bon, Aruna, oui. C'est bien d'avoir rencontré l'esprit nouveau. Parce que dans un métier, dans un corps de métier, on est tellement concentré sur nos problèmes qu'on ne réfléchit pas trop dans l'ensemble. Mais ce qu'il dit, nous tous nous l'avons remarqué. Il faut organiser l'urbanisation rurale. Voilà, ça, c'est le grand problème dont on parlait dans mes premières interventions. J'ai dit qu'à travers les architectes, puisque vous êtes les porte-voix et les devanciers, c'est vous qui fédérez tous les corps de métier derrière vous. Vous devez aller vers l'administration pour leur montrer que maintenant, il faut retourner aux zones non édificantes qui existaient, aux zones de culture et aux zones d'habitation. Parce qu'on a mélangé les trois zones de telle sorte que tout se passe dans toutes les zones. Oui, on a voilà. Au moment de l'inondation, moi j'ai vu, voilà, j'ai vu Médina Gounass vers Pikine, parce que j'étais au lycée Limamoulaye. L'inondation, c'est les premières zones que l'inondation a pris dans la banlieue. Au lieu de restructurer ces zones-là, on a donné des personnes des maisons de Djahaï. Mais ils sont revenus habiter sur les mêmes zones, alors que pendant ce temps, l'État devait récupérer ces zones pour pouvoir en faire des zones d'espace vert. Oui, parce qu'ils n'ont pas pu démolir. Voilà. Ouais, ils n'ont pas pu démolir. Voilà. Ils ont laissé la zone, les gens vont, ils vendent leurs maisons, ils reviennent là où ils habitaient. Voilà, tant que les gens vont jusqu'à habiter dans Bobos, c'est autre chose. Donc, ça pose un problème. Mais l'État a dit récemment qu'il va déplacer Bobos comme... voilà quoi. Mais c'est le problème, vous l'avez souligné tout à l'heure. Avec le problème du Stade de France, il faut décontaminer. Voilà. Est-ce qu'on a tout cet argent? Est-ce que ça vaut la peine de décontaminer cette zone-là? C'est une zone qui a été contaminée pendant plus de 40 ans. Et là, c'est un problème de santé publique grave qui va se poser. C'est ça le gros du problème. Ouais, voilà, lui, la lettre quoi. Non, le gros du problème, c'est que aujourd'hui, vous allez aux alentours de Mbobos, tous ces maraîchers-là, qu'est-ce qu'ils utilisent? L'eau de pluie. Hautement contaminés par des métaux lourds, par des particules, etc. Ils vont arroser ces fleurs, ils vont arroser ces fruits et légumes, qu'ils vont revenir vendre aux populations sénégalaises. On les consomme et on va tomber malade. Ça c'est un cycle. Ça ne trahit pas. Donc le gros du problème, c'est un problème qui mérite une grande réflexion. On parle des assises. Moi je crois que même il faut pousser l'État à l'assise de l'habitat. Absolument. Parce que le problème, le gros du souci, le danger, ce n'est plus le paludisme. Ce n'est plus les maladies infectieuses ou bien les maladies non transmissibles. Et même dans le cadre des maladies non transmissibles, le problème cardiaque, les problèmes psychologiques. C'est ça. Mais l'exception, que même il y a des jeunes qui ont 35 ans qui ont des problèmes cardiaques maintenant, mais qui ont même des AVC. Des AVC. J'ai écrit un article sur le journal Critique il y a 2 semaines, c'était sur ça, la prise en charge des cancers et des insuffisances cardiaques. Mais c'est une catastrophe. Et ça, c'est les facteurs déterminants, les facteurs déclenchants, c'est notre environnement immédiat, l'habitation et l'alimentation. Donc ça, si on ne fait pas, je crois qu'on est en train de faire les états généraux de chaque secteur, mais l'urbanisation, on doit y réfléchir. Parce que l'homme est déterminé par son habitat. Quand vous habitez mal, vous ne pouvez pas être en bonne santé. On parle de la santé tout à l'heure. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de la santé somatique. Mais la santé psychique,
Mais là, l'agressivité des gens dans la rue là. Mais tous les gens sont frustrés. Hein? Parce qu'on est frustré parce qu'on dort mal. Tu dis non, pourquoi on est là? L'animal est entouré. Mais les gens, on est dans un environnement pollué. Il y a le polluant physique, sonore, les polluants biologiques, avec les tiques et autres. Donc, si on n'arrive pas à organiser ce truc, dans 50 ans, c'est plus facile de lutter contre le paludisme, contre le cancer. Le cancer est très coûteux. Et je crois l'État, les instants rénaux, vous voyez les dégâts que ça fait. Et tout ça, c'est lié à notre mode culturel de vie. Parce qu'on a voulu switcher très rapidement entre l'Africain et l'Européen sans prendre les garanties qu'il faut. Et en laissant ce qui était bien chez nous pour éviter des comportements et des actes qui ne sont pas des actes qui peuvent quand même nous mener à bon port. Donc, je crois que l'essentiel de cette émission, c'est de montrer que l'architecture, l'urbanisation, mais c'est le premier facteur c'est des facteurs qui influent gravement sur la bonne santé de l'individu. On a parlé de la santé somatique, insuffisance cardiaque, mais les Sénégalais, tout le monde est agressif. Les gens sont agressifs. Des fois, les gens viennent en consultation. Il suffit juste de les voir comment ils sont. Tu n'as pas besoin d'aller très loin, tu sais que ce gars il est stressé. Si vous titillez 2 ou 3 questions, il va te dire non, j'ai mal dormi, j'ai un problème parce que là où j'habite, etc. Alors que pour moi, ça ne devait pas être un problème. Parce que si vous allez en Europe, si vous allez aux États-Unis, vous allez voir comment les villes sont conçues. L'habitation, ça nécessite une commission de réflexion où il y a l'architecte, il y a l'ingénieur, il y a l'urbaniste, il y a le paysagiste, il y a le médecin. Est-ce que cette zone est habitable ou non? Il y a les sociologues. Mais ici, c'est des mamdous. C'est des mamdous. Mais pour revenir aussi à ce que vous dites là, l'Ordre des architectes est en train de préparer ce qu'on appelle le symposium de l'architecture et des architectes africains. Et je pense que Yo, tu viens de révéler quelque chose de très important par rapport à cette émission-là et que nous, on avait peut-être tendance à négliger. C'est-à-dire ces facteurs qui vont nuire à notre état de santé. Et je pense que c'est beaucoup plus important que même de faire de l'esthétique. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, avec le Bakou, on s'est dit, dans une nouvelle configuration, il faut qu'on développe ce qu'on appelle notre identité culturelle, architecturale, tout ça. Mais je pense que l'art d'habiter, le lieu d'habiter aussi, c'est très important. Parce que tu as touché un point très sensible. Comment on dit, aujourd'hui, on va mettre une ville là, ou on va mettre une cité là, on va mettre là. Parce que c'est une réflexion qu'il faut mener. Exactement. Voir qu'est-ce qui existait avant. Est-ce que c'est un lieu qui peut avoir de l'habitation ou pas? Ces questions-là, c'est crucial. Aujourd'hui, l'État qui est venu dit que je vais faire une nouvelle ville. Là où il veut faire cette nouvelle ville, est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça? Est-ce qu'on sait si ce sont des choses qu'il faut dépolier des endroits ou bien il faut venir seulement commencer à mettre les maisons qu'il faut faire? Le ministre nous avait dit qu'il cherchait un slogan. Il a trouvé, si c'est la nouvelle ville de Thiès, c'est Bakou. Et donc nous, on va forcément l'interpeller sur ce que vous êtes en train de dire. Parce que s'il faut même prendre les thèmes qu'on va utiliser dans ce symposium-là, on va vous inviter. Merci. Je pense que, Aïda, toi qui t'occupes de ça, il faut que Mas, qu'on en parle. Parce que ce qu'il dit, c'est très important. Non, c'est ce qui dit. Hein? Oui, non, c'est même plus de l'ordre des assises. Aujourd'hui, en résumé, on fait un symposium qui est accolé à Sen Habitat. De quoi? Et aujourd'hui, vous venez de nous mettre effectivement cette Moi j'ai peur, hein. C'est plus simplement de revoir notre identité dans la manière de concevoir. C'est de la responsabilité et encore plus accrue. Et nous allons nous rendre compte, effectivement, nous avons besoin que vous veniez nous parler, parce qu'aujourd'hui, même nos autres, parce que c'est un symposium des architectes africains,
ils ne voient même pas le mal qu'il y a aussi dans cela, dans notre non-implication. Parce qu'on n'est pas impliqué dans notre non-implication dans l'habitat, dans le mal. À Abidjan, ils l'ont fait une année d'habiter. Ils ont fait leur archibald, là, c'est sur la manière d'habiter. Mais on ne voit jamais le volet santé. Exact. Et c'est ça aujourd'hui que vous nous apportez. C'est pour ça qu'on est un peu bouche bée. On se dit, nous n'avons plus le droit de rester là assis. Exact. On ne va pas les interpeller, on va leur dire, nous venons vous avertir, il faut aujourd'hui tout de suite penser à comment les gens sont installés, qu'est-ce qu'il faut changer d'abord pour que les gens, avant de construire, pour que les gens puissent être dans un cadre adéquat. Mais vraiment, hein, vraiment. L'environnement joue un rôle important. Et actuellement en Europe, le problème c'est quoi? C'est qu'avec le baby boom, ces enfants hyper protégés, on se rend compte que c'est des enfants très fragiles. Maintenant, on les sort pour jouer dans la boue. C'est que nous, on avait. C'est que nous, on avait. Parce que j'ai dit ça à un ami qui me disait, non, vous les Africains, vous ne connaissez pas les vaccins. Je dis, nous, on a connu les vaccins avant vous. C'est que vous l'avez officialisé, vous avez commercialisé. Maintenant, chez nous, dans nos villages, à l'approche de l'hivernage, mais on posait un grand bol d'eau, chacun venait se laver les mains. Et les gens prenaient chaque truc, ils donnaient aux enfants, c'était protéger contre la diarrhée, cette maladie. Je viens sur l'anecdote que je vais dire. Bon, j'ai un cousin, Cheikh Talm, qui me disait, il est venu en vacances avec sa fille, c'est 2 filles, et puis il y avait une Fatou. Fatou de Genesi à Pékin, quoi, dans la rue. Bon, là-bas, ils élèvent des moutons. Mais les autres enfants, bonbons là, quoi. Moi, papa, mais qu'est-ce qu'il y a dans le bonbon? Les enfants là. Nous avons du bonbon. Tu sais, il y a des bonbons là. Les pastilles, je connais les petits pastilles. Allez, mon petit maqueré, quoi. Mais là, tu sais, il y a aussi le fait que ma fille là, quand elle est née en Espagne aussi, le gynécologue disait à mon épouse, mais il ne faut pas le laisser en France. Amène l'enfant en Afrique. Exactement. J'ai dit, mais pourquoi il pousse des trucs comme ça? Mais si elle reste peut-être 6 mois, il me dit, non, c'est pas la peine d'attendre. Amenez maintenant. Oui, c'est vrai. Effectivement. C'est pour développer son aspect immunitaire. Mais quand il était venu au départ, il est immunisé. Mais au départ, exactement. Immunisé, voilà. Pendant 2 mois, des février. Mais maintenant, ça fait. Mais oui. Parce qu'il a besoin de construire l'immunité. C'est-à-dire que si l'enfant naît, c'est pourquoi les enfants qui quittent l'Europe pour venir habiter en Afrique, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que l'environnement, c'est pour revenir encore sur la génétique et l'environnement. Cet enfant, vous pouvez avoir 2 enfants, l'un vit en Afrique, l'autre en Europe, mais l'enfant africain est plus résistant. Parce qu'il a eu beaucoup plus de contact avec des germes pathogènes que l'autre qui est resté en France dans un milieu aseptisé. Ça pose un problème. L'autre, il vient en Afrique, il tombe malade. Dans 7 premiers jours, il va devenir forcément malade. Soit c'est une touriste à la diarrhée ou quelque chose comme ça. Donc pour vous montrer l'importance de l'environnement, l'importance de l'habitat, moi je crois que ce qu'il faut, africaniser ce que nous avons. Et puis moi je suis un peu contre l'habitat vertical. Parce qu'on a vu les dégâts que ça pose. Parce qu'on commence à voir, nous, dans nos cabinets de consultation, des maladies qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas déterminées chez les Africains. Je ne dis pas qu'ils n'existaient pas, mais qui n'étaient pas courants. Des maladies qui n'étaient pas courantes. Parce que vous prenez par exemple les autistes. Il y en a tellement, on a même créé des hôtels pour les autistes. Pour certains enfants qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique, c'est parce que c'est le mode d'habitat. L'enfant est enfermé 24 heures, il peut rester 24 heures donc, sans voir le soleil. Et pour des raisons de sécurité, on ne peut pas le laisser jouer en bas. Donc il est obligé d'être avec son play devant la télé pendant 24 heures sans, lumière, sans soleil. Il va mal grandir et sûrement il ne sera pas trop intelligent. Donc tout ça, je crois qu'il faut qu'on essaie, nous, de prendre les responsabilités, d'adapter l'habitat à notre processus de développement. Absolument. Et c'est possible.
D'autres peuples l'ont fait, ils l'ont réussi. On n'a pas obligé de calquer New York, Paris ou autre. On peut développer de très belles villes. Vous allez à Touba, c'est une ville. Vous n'allez pas avoir des gratte-ciels de 16 étages, de 18 étages. Parce qu'on vous dit que non, vous ne devez pas vivre au-dessus du marabout. C'est des concepts culturels souvent qui peuvent éduquer les peuples. Il nous faut ces concepts-là pour que les gens sachent qu'on peut vivre bien, décemment, de manière très moderne, sans autant copier les choses. Et puis, il faut qu'on accepte aussi de se préserver. Qu'on ne doit plus accepter dans ce pays qu'un grand s'élève prenne 10 hectares, 20 hectares, morceler ces trucs-là et dire que oui, j'ai créé une cité. Voilà, mais tu es en train de vendre la mort aux gens. Voilà, c'est ça. Mais ça, il vend la mort. Il vend la mort. Oui. C'est pourquoi, avant de parler de la construction en hauteur, j'ai dit de réduire les surfaces bâties au rez-de-chaussée. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est le premier aspect que j'ai dit. Mais il y a deux problèmes que nous avons. Nous avons l'agrandissement de l'urbain vers l'extérieur, mais nous avons les villes aussi qui existent. C'est pourquoi j'ai dit que dans les villes, puisque la population reste toujours en ville, quand vous dégraissez, vous ramenez en campagne, il n'y aura pas beaucoup de monde parce que Dakar va rester, même si ce n'est que une ville touristique, Dakar va regrouper encore de la population. C'est pour ça que j'ai dit, sur les niveaux à venir, on met de la verdure, de l'environnement. On n'a plus les zones tampons pour mettre de la verdure, comme la place L'Indépendance qu'on a ici. Mais à partir de chaque bâtiment, on peut maintenant programmer de poser des toits. Pour créer cette verdure. Voilà. Mais bon, oui, c'est vrai, mais ce que tu dis là, oui, c'est normal. Ouais, tu veux... Oui, non, mais d'abord, il faut éduquer les gens. Parce Exactement. que si tu leur mets, c'est faisable, mais ça suppose de l'entretien. Ça suppose que la personne pense que c'est un endroit où il peut se recueillir, où il peut rester. Sinon, il pense que c'est quelque chose d'inutile. C'est pour ça que je dis, il faut peut-être le penser l'espace d'abord, comment il va être configuré, comment les gens vont y habiter et dans quelle zone c'est. Exact. L'orientation. Mais tout ça, nous, on l'a hein, dans notre... On te dit, tu dois positionner le bâtiment, tu ne dois pas utiliser toutes les surfaces. Voilà, exact. Mais il faut d'abord qu'on explique. On fait une assise où il y a les médecins et les trucs, parce qu'aujourd'hui, là, on est confronté, même Malik, qui d'habitude est très... Aujourd'hui, il est... Bon, le fait de faire venir les gens comme ça, c'est-à-dire aujourd'hui, avant, on était cloîtrés entre nous. Voilà, ce qu'on appelle les ça, architectes. Bon, les architectes sont là, ils pensent refaire le monde, parce qu'on est le plus intelligent. Mais avec Acudac, la plateforme qui a intégré récemment, on a permis d'amener des gens comme toi, médecins, psychologues, philosophes, hommes de culture, des techniciens, et tous ceux qui sont à l'intérieur échangent. Il n'y a pas que oui, moi je suis architecte, toi tu ne dois pas me parler, non. Tout le monde échange pour arriver à un consensus. Et c'est ce qui a mené cette émission-là. Cette émission-là, on a démarré aussi, on s'est dit on ne va pas se limiter aux architectes. On amène les ingénieurs, on amène les médecins, on amène les écrivains. Amadou Lamine Sall était là. Il a fait une belle émission avec nous, il a fait des trucs. Il y a des artistes qui arrivent, très souvent on a des artistes et qui nous parlent de notre truc. Tout ça, on a fait pour maintenant penser autrement. Parce qu'on avait l'habitude de penser que c'est nous seuls qui faisons le monde, c'est nous seuls qui faisons la ville. Et toi, aujourd'hui, tu viens de nous inquiéter même en nous disant, même l'espace que vous utilisez pour faire la ville, c'est pollué. Mais je te donnerai, bref, pour tomber sur un élément comme ça, comme Dantec. Dantec aussi, c'est un espace très pollué. Parce qu'on a démoli un hôpital pour construire un autre hôpital, même sans penser à dépolir. C'est-à-dire dépolir. C'est là où je voulais en venir. Et là, c'est un phénomène catastrophique. Et des bâtiments qu'on laisse comme ça, où il y avait la cancérologie, où il y avait les trucs, comment la radiothérapie, il y avait des trucs, et il y avait même des produits qu'on utilise, qu'on jette à bord de la mer. Et quand tu vas voir des seringues, tu vois des trucs comme ça. Moi, je me dis, même la présidence qui est pas loin, en train de respirer de l'air qu'il ne faut pas respirer.
Non, Et puis, tu as l'usine Amergé, là, qui est pas loin, qui fait de l'aliment, de poissons, de poulet, des trucs comme ça. À Dantec. Non, on fait Monaco. Quand tu passes dans Monaco, le truc, oui, là, ok. pendant l'été, quand ces gens-là t'emmènent leur odeur, là, mais tu ne peux pas respirer. C'est ça. C'est infernal. Et c'est tous ces phénomènes-là que vous, aujourd'hui, en médecine de santé, que vous êtes en train de dire, et le concept que vous avez utilisé, le mot que vous utilisez, l'habitat, La médecine de l'habitat. la médecine de l'habitat, La médecine de l'habitat. je pense qu'il faut qu'on adopte cette médecine de l'habitat, qui intègre les architectes, qui intègre les environnementalistes, qui intègre les urbanistes, qui intègre les géologues, les médecins. Il y a un géologue qui était venu là, qui a fait une analyse sur notre terre, c'est notre profondeur, savoir comment il faut habiter. Exactement. Est-ce que c'est là où il faut habiter? Exactement. Et il était là. C'est le professeur Le Goumolo. professeur Goumolo, qui a c'est vrai. fait une analyse Exactement. pertinente, Il est très fier. Il est très Voilà. fort. Oui, oui. qui nous a parlé de tout ça. Et toi, aujourd'hui, tu viens rejoindre. Si on prend tout ce monde-là, qu'on les regroupe, mais ça fait un bas-coup formidable. C'est-à-dire, on n'est plus là en train d'attendre, écouter ou recevoir des leçons de qui que ce soit, mais on est là pour prendre en compte notre avenir. C'est l'heure d'agir, quoi. Notre devenir. Parce que toi, tu nous dis, si on ne le fait pas aujourd'hui, dans 5-10 ans, Oui, Mais ça a commencé tu sais, Malik. aujourd'hui, ça a nous-mêmes, commencé. Ça a commencé. on a vécu, hein, on a plus de 50 ans, 60 ans, on est là, mais est-ce que nos enfants, là, on va leur donner la chance de vivre autant? Exactement. C'est ça. ça. Nous, on est responsables quand même. Non, mais il y a de ce plus qu'on est grave en train encore. d'engendrer. C'est que les perturbateurs endocriniens, j'en ai pas parlé. Actuellement, nos enfants, on voit des enfants de 7 ans, 6 ans qui commencent à avoir leurs règles. C'est l'habitat. C'est tous ces appareils qui émettent des ondes, qui nous entourent. Mais lui, là, il Et dit, tout ça. il y a un problème, hein. Mais c'est Si vrai. vous habitez, comme je rejoins Arona, si vous habitez dans du 100 mètres carrés en Afrique, avec tous ces trucs qui entourent Oui, c'est la ça. télévision, le frigo, les portables, il y a 50 portables dans la maison. Tu as un enfant qui vient de naître. Mais c'est sûr qu'il est déjà bombardé de perturbateurs. Des perturbateurs physiques endocriniens qui font que maintenant, dans nos cabinets, on reçoit des enfants de 5 ans. Les parents les amènent tout à peur en disant oui, il a déjà commencé à voir ses règles. C'est normal. Ah oui. Tout ça, c'est l'habitat. C'est-à-dire que nous, on ne connaissait pas ce genre de problème. À 9 ans, maintenant, 8 ans, 9 ans, c'est fréquent qu'on voit des enfants, infection génitale, elle est en train de, les seins commencent à pousser à 6 ans. Et ça, vous le remarquez dans nos maisons. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais tout ça, c'est la faute d'une mauvaise habitation. Parce qu'il faut que l'habitat soit pensé en Nous, Afrique. les architectes, là, on a du boulot. Hein. Hein? En fait, le mal est très profond. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt profond, oui. qu'on ne peut pas dissocier l'architecture, l'urbanisme et la médecine. Et la médecine. Parce que moi, je dis que c'est des professions parmi tant d'autres. En fait, Dieu nous a transféré une partie de sa responsabilité de conception et de création. De création. Oui. Lorsque Adam et Ève étaient sur terre, il n'y avait pas de maison. Dieu les a donné cette technique de construire pour ne pas se nuire. Mais nous, on construit pour se nuire. Même si vous voyez les matériaux utilisés dans nos maisons, mais ça pose un problème. Moi, c'est en Afrique que je vois des gens qui ont des parquets. Mais parquets, c'est contre l'isolement, contre le froid. Mais les gens, ils ne savent rien, on ne parle pas. Nous, nous pouvons les dire, avec les France aux États-Unis, Et le carrelage qui est Le carrelage. utilisé, Nini de Danou. Mais c'est pour ça que Mais les c'est ça. gens Mais tombent les dans fractures. la salle de bain. Exact. C'est tout ça. Mais actuellement, pas plus tard que la semaine passée, on a une fracture à l'hôpital, on a une fracture du fémur. Tu vois. Chez une vieille, parce qu'une femme au-delà de 55 ans, de 40 ans, 55, 60 ans, Tu as des problèmes. mais avec la ménopause, elles ont les os très fragiles. Et la plupart, c'est des jeunes dames qu'on voit avec des fractures du fémur. Et c'est très difficile de les gérer. Difficile de, oui. c'est La plupart du temps, on les perd. Parce que pour vous montrer l'impact d'une mauvaise habitation sur la santé de l'individu. Mais Aïda, donc tu dois me féliciter que j'ai bien choisi notre Ah mais invité. non, mais je suis fidèle. Alors là, On pourrait j'ai- demander qu'est-ce qu'un médecin fait dans une émission. Il y a mon grand qui m'a tiré là. Tu es malade de nous. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Et pourtant, celui qui m'a posé la question fait partie des plus grands intellectuels de ce monde. Mais il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis, mais grand, l'architecture et la santé vont de pair. C'est l'environnement de l'humanité. oui. Mais C'est la aujourd'hui, santé. vraiment, Alors je te là, remercie. bluffé. Je pense que c'était utile qu'on t'ait quand même aussi. Et bon, Aruna aussi à côté, parce que bon,
qui a tellement pris le truc, Aruna n'a même pas pu respirer. Je m'excuse, Arnaud. Non, c'est Moi, clair. d'habitude aussi, d'habitude, demande-leur, hein, je pose là. Mais là, je t'écoute. Parce que moi, il y a un truc que j'adopte souvent. Quand je suis en face de quelqu'un que je peux en tirer quelque chose, je l'écoute. Parce qu'en même temps que je t'écoute, je suis en train de réfléchir. Exact, ouais. Et c'est ça peut-être que j'ai quand même chez moi, que j'ai cette concentration-là. Mais si je parle, c'est parce que je ne tire rien de l'autre. Voilà. Et parfois, il les arrête. Il les arrête. parce que- Moi aussi, c'est le même principe. je Je lui ai dit que je suis tellement curieux que j'aime bien écouter l'autre. apporter ce Exactement, qu'il a. exactement. Parce qu'il m'est arrivé de quitter Touba avec un gendarme, mais je l'ai tellement bombardé de questions de Touba à Dakar, parce que, comme je vous disais, on n'a pas réfléchi quoi, sur le système des ASP, Exact. la sécurité de proximité. Ouais, Voilà. oui, oui, oui. Donc on a des limites parce que nous, on n'est pas des professionnels de ça. Exact. Mais lui, il connaît bien la sécurité. C'est que ça. Exactement. Mais je l'ai tellement posé des questions, c'est ça. Il faut Exactement. apprendre à Ouais, découvrir. ouais, exactement. C'est un Nous, Mais on- moi, ce que je respecte quand même, aujourd'hui, parmi tous ces invités qui sont venus, tous, même le jeune Martha, là, le petit là, exact. Voilà. on a trouvé quand même une formule qui est intéressante, c'est-à-dire de mélanger les gens de diverses professions Exactement. et qui savent qu'en symbiose, les professions sont obligées de fusionner. Exactement. Bon, c'est pour ça que j'ai bien fait l'introduction en disant c'est un métier mais architecte. Alors que j'ai jamais discuté avec lui de ça. De ça. Mais c'est parce que j'avais appréhendé qu'il est curieux quoi, de nature. Donc quelqu'un qui est curieux, il va te dire les choses. En plus, quand je sais que c'est un spécialiste en gynécologie, c'est un truc, et il va te parler des choses au-delà même de ça, dans son métier. Mais vraiment, on te remercie. Merci, le Vraiment. plaisir de Moi, je partager. vois qu'on a besoin encore des gens comme toi dans cette émission. Et Aïda, même je pense que ça fait plaisir à Aïda de découvrir toutes les semaines c'est ça. quelqu'un de nouveau. On insiste souvent pour dire les architectes, venez, mais presque c'est pas important même. On pense que Oui. au lieu d'appeler des architectes, appelons des gens comme Exactement. toi, Exactement. qui ont d'autres profils pour apprendre d'autres choses. Et on va continuer à le faire parce que peut-être on a un médecin aujourd'hui, on aura un psychologue demain, on aura un philosophe, on aura un truc, mais on va continuer quand même à le faire. Et cette émission vraiment elle est géniale parce que elle arrive à faire découvrir des choses, des gens aussi. Et je discutais, moi dans le milieu des médecins, je le connais beaucoup, hein, je les fréquente beaucoup. moi, J'étais je suis aussi au sûr. Sénégal. Ouais. Mais des échanges comme ça, j'ai pas ça encore quoi. Non. C'est avec lui que j'ai eu des échanges. On n'a même pas eu le temps de parler de la conception de l'hôpital, comment ça doit se faire. Mais tu vas revenir dans Mais il y a autre pas de émission. Il revient, il va a deux revenir. choses. Mais important. Ouais. Habiter pour le développement humain. Exact. On ne l'a pas trouvé, nous. On n'a pas trouvé. Merci. Merci. Là, Deux fois. Aujourd'hui, avec aussi Arana qui nous Non, montre nos non, collaborateurs peuvent aller non, au-delà non. de ce qu'on attendait. mais encore le mot là, l'habiter de... La santé de l'habitat. La santé de Le l'habitat. centre de l'habitat. Parce qu'on considère que l'habitat est la troisième peau de l'individu. Après la peau, Mais c'est ça. il y a les vêtements Les et vêtements l'habitat. après. Ce qui te protège. Il y a les Maintenant, vêtements et puis si il y a la et santé. malheureusement, si cette troisième peau-là est mal conçue, aura des répercussions Mais vraiment, on sur vous remercie. l'ensemble des. Si vous voyez les gens habiter dans certaines zones, développer des dermatoses, c'est parce que c'est l'habitat. Voilà, C'est la troisième peau qui attaque la première. Souvent, les vêtements, ça pose un problème. Par exemple, il y a énormément de choses. L'habitat est essentiel pour l'individu. Dans le cadre de son développement psychomoteur chez l'enfant, son développement physique et son développement intellectuel. Maintenant, si on habite mal, c'est pourquoi on voit des phénomènes nouveaux, les agressions, la violence qu'on ne Les gens connaissait pas. sont... ouais, Les gens sont violents parce que quand vous sortez de chez vous à 8 heures, mais vous voyez que du béton à Dakar. Et quand vous avez une vue aérienne de Dakar, vous ne vous rendez pas compte, on dirait que c'est une ville apocalyptique. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Il n'y a pas d'aménagement, il n'y a rien du tout. Tu te rends compte que tu n'as pas cette beauté de Central Park ou bien des Champs-Élysées. Il n'y a pas d'aménagement. Quand tu prends les centrales... Et pourtant, quand je vois qu'il y a un ministre ou bien quelqu'un qui a été nommé pour ça, mais je me dis quel est son travail. Maintenant, je vais te dire, le central, quand tu sais que le Central Park, c'est artificiel. C'est artificiel, ça a été créé. Et voilà, ça a été créé. C'est artificiel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut repenser la ville. Exactement. Il faut repenser architecturalement la Exactement. ville.
il faut repenser comment habiter, comment épouser l'espace. Exact. Et tout ça là, c'est pas des architectes seulement qui doivent le faire. C'est des sociologues, des médecins, des trucs tous réunis ensemble. On va arriver aux assises, je pense qu'au symposium, Oui. à sortir une feuille de route et mettre ça sur la table, dire voilà comment on doit revivre. Ouais. Moi, je pense qu'il faut trouver un profil. d'hydrogéologue. Parce que Dakar, c'était à 80% de l'eau. Exactement, oui. Voilà. Notre construction maintenant est impactée par le chemin de l'eau. Voilà. Les inondations, on peut récupérer les zones, mais il faut retrouver les chemins d'eau. Exact. Nos Attendez, grands-pères Lébou, ils te diront que les chemins de l'eau sont impactés par notre constitution. Voilà, Ce n'est pas le c'est ça, contraire. voilà, c'est ça que je veux Je dire. suis d'accord. Parce que nos parents, grands-pères Lébou, ils disaient que il y avait de l'eau de Soumbédioune à Malika. Exactement. Ça Et se voit c'était- sur la c'était carte. un hein. cours d'eau. Ouais. Ça se Le voit cours sur d'eau la là, carte. on l'a découpé en plusieurs zones. Donc ce sont ces zones-là qu'il faut laisser l'eau transvaser. Passer quoi. Passer, voilà. Mais nous, on a un cours d'eau qui quitte la Mingué, qui va jusqu'à traverser la cour de compte et ça sort, ça va vers la mer. Quand on était en train de forer pour faire les sous-sols, les deux sous-sols de la cour de compte, on a rencontré de l'eau. Et on nous a dit, mais cette eau-là, il faut l'analyser pour voir parce que c'est pas normal que ça sorte comme ça. C'était vraiment assez agressif. On a amené ça à l'Institut Pasteur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Mais vous pouvez boire l'eau. Ça Oui. vient d'où? Exactement. C'était de l'eau potable. Potable, si. C'est une source d'eau qui vient de la Mingué. Je sais pas, il y avait une rivière. il y avait- Ils nous disent que vous pouvez boire l'eau parce que l'eau est potable. Exact. Voilà. Et on a pris, c'est-à-dire on a laissé continuer l'eau parce qu'il ne faudrait pas Arrêter. l'arrêter, mais on récupère de l'eau pour arroser les jardins de la cour de compte. Tous ces jardins que tu vois Exact autour, aussi. c'est ce eau-là qui nous Exactement. permet de l'arroser. bien. Merci beaucoup. Mais merci. C'était vraiment, c'était super et gentil. C'était très et puis bien. voilà. Merci. Merci, Je merci. pense que le réalisateur va arrêter l'émission et puis c'est bon. Merci. Merci. Anne. Merci à vous aussi. Ah, mais on va... Thank you.